Cette semaine, au podcast ordinaire. Trendy, sugary drink you are queued up for, and you are never quite sure about its content. Those days are over with boba. Hang on. I'm quite sure about its content. There's also an issue of cultural appropriation. There's an issue of taking something that's very distinctly Asian in its identity and quote-unquote making it better. Which... On se cachera pas, pour nous, on est en train de tout perdre ce qu'on a bâti ensemble, puis pourquoi on a tout donné dans les 5 dernières années. Le plus gros de la haine qu'on a eu, c'est ici. Là. Mais au Québec, il y a des influenceurs qui se sont servis de ça pour monter leur notoriété. C'est fou, puis... ça. J'ai reçu Jessica Frenette et son conjoint Sébastien Fizet de l'entreprise Boba et Silly Billy, qui sont un couple ensemble depuis près de 18 ans, ensemble depuis qu'ils ont 16 ans. Un couple en affaires. On parle ensemble justement des difficultés d'être en couple en affaires. On parle des débuts de Sébastien avec l'entreprise Cookie Bluff et tout ce qui s'est passé autour de ça. On parle de leur passage à Dragon's Den, où ils se sont fait complètement ramasser pour appropriation culturelle par rapport à leur thé aux perles. Honnêtement, une super de bel épisode. 2 magnifiques personnes. Vous allez adorer l'épisode d'aujourd'hui. Bon épisode. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des partenaires du podcast ordinaire qui se trouve à être Martin Dutout et son équipe. Pour ceux qui ne le savent pas, en 2024, j'ai vendu mon entreprise Projet Physique, entreprise à laquelle j'ai travaillé durant des années, et ça n'a pas super bien été la vente. Je n'étais pas préparé, je n'avais pas nécessairement d'indices sur comment vendre une entreprise, et au final, malheureusement, j'ai perdu beaucoup d'argent. C'est là que Martin Dutout et son équipe auraient peut-être pu m'aider parce que si vous êtes un entrepreneur qui recherchez à vendre votre entreprise, à en acheter une ou à comprendre le processus de vente d'une entreprise, Martin et son équipe vont vous aider de A à Z. Avec plus de 20 ans d'expérience et près de 200 transactions à leur actif, ils maîtrisent vraiment tous les aspects du processus, de l'évaluation à la négociation jusqu'à la vente finale de votre entreprise ou l'achat. Ils vont vraiment vous aider à 100%. Ce que j'apprécie particulièrement de leur équipe, c'est vraiment leur outil d'évaluation exclusif. Ça vous permet vraiment de rapidement faire une soumission pour comprendre l'évaluation de votre entreprise, mais aussi pour identifier les opportunités et les risques pour être certain de faire des décisions éclairées. Vous avez même la chance de travailler avec un expert de leur équipe pour vraiment bien comprendre l'ensemble et être certain que vous prenez une bonne décision. Si vous avez une entreprise à vendre ou si vous avez dans l'idée d'en acquérir une peut-être prochainement, je vous recommande de cliquer sur le lien dans la bio pour prendre rendez-vous avec Martin et son équipe. Et si vous mentionnez le podcast ordinaire, vous aurez un 250 $ de rabais sur leur service. Merci énormément pour ce beau partenariat et maintenant, place à l'épisode d'aujourd'hui. Jessica Frenette, Sébastien Fizet au podcast ordinaire, comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup. Hey, on a réussi à se voir ce matin. Enfin! Ben oui, on a essayé la dernière fois, ça n'a pas fonctionné. Ce matin, 20 minutes de retard, on est dans... C'est pas facile quand même, la vie de tous les jours sur la rive. Non, vous êtes de quel coin? Ville de Québec, directement. OK, fait que vous êtes en déplacement, pas juste pour le podcast. Non, ben en fait, c'est ça comme on mentionnait un petit peu plus tôt. On essaie toujours de condenser nos rendez-vous quand on revient à Montréal. Mais on est quand même souvent en déplacement, effectivement. Je suis chanceux de vous avoir ce matin à 8h du matin. Je suis très content de vous avoir avec moi. On parle de vos succès, on parle de Boba, on parle de beaucoup de choses ensemble. On parle de votre couple, premièrement aussi. Puis j'ai envie qu'on commence là aujourd'hui. Est-ce que vous voyez comme un couple peut-être qui sort de l'ordinaire un peu? Je pense que oui. Ouais? Oui, assez. C'est une bonne question. Ben, nous, on le voit plus là, parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ça fait presque 18 ans qu'on est ensemble. Donc, depuis qu'on est dans le très jeune âge. OK. Mais oui, clairement que notre vie atypique amène à... Des fois, les gens, ils reviennent pas là, de tout ce qu'on fait ensemble et ce qu'on accomplit ensemble. Ça amène son lot de défis, bien sûr. C'est clair. C'est sûr que c'est facile de voir juste le positif. Mais oui, je pense qu'on est un couple atypique. OK. Je pense ensemble depuis l'âge de 16 ans, ça se peut-tu? Exactement, oui. Quand même assez fou. Depuis le secondaire. C'est fou, ça. Un couple probablement qui survit au temps, mais qui en plus survit à être en affaires ensemble. Moi, je vais être honnête, jamais je pourrais être en affaires avec ma femme, c'est impossible. On le sait, puis on a un contrat signé, là. Il n'y a pas de business ensemble. Tu as tes affaires, j'ai mes affaires, puis on good. Vous, comment que ça a commencé, peut-être, l'aventure entrepreneuriale? Puis est-ce qu'à la base, ça a commencé ensemble? Ou c'est avec les années que vous vous êtes retrouvés un petit peu là-dedans mêlés? C'est vraiment intéressant parce que, ben, comme tu disais, on s'est connus au secondaire, dans le fond. Fait qu'on a comme tout vécu un peu ensemble, si on veut. OK. Puis, non, contrairement à ce qu'on peut peut-être penser, c'est tout nouveau, là. Ça fait 5 ans vraiment qu'on est ensemble dans l'aventure entrepreneuriale. Mais avant tout, moi, j'ai vraiment rejoint Sébastien dans sa propre aventure entrepreneuriale il y a déjà 5 ans. Évidemment, là, Sébastien est à la base, à la fondation de Cookie Bluff, qu'on connaît quand même assez bien. Oui. Donc, moi, à cette époque-là, j'avais ma propre carrière moi-même, plus dans le domaine des résidences pour retraités. Et puis, c'est ça, dans le fond, il y a 5 ans, puis c'est drôle, juste avant la pandémie, en fait.
Je sais pas si on peut encore dire ce mot-là. Là, On n'a pas le choix de le dire encore. C'est pas encore dans nos quotidiens, malheureusement. mais c'est vraiment en décembre 2019 que vraiment on a pris la décision vraiment de s'allier ensemble. OK. Moi, évidemment, de venir travailler en support à Sébastien plus comme adjointe. OK. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Puis, évidemment, c'était, comme tu disais, toi, tu ne verrais pas que ta conjointe, mais je pense que nous, c'est un peu ça, là. Tu sais, au début, on était comme... On s'est dit, bon, j'aurais une place pour toi, mais c'est sûr que je ne sais pas, tu sais, à quel point, au niveau des heures de travail, tu sais, c'est un poste qui sera créé. OK. Donc, évidemment, c'est quand même toujours un peu épeurant, là, quand tu dis, ça fait, à cette époque-là, ça faisait 13 ans qu'on était ensemble. Donc, de dire, OK, là, on met tous nos œufs dans le même panier Ouais. pour vraiment travailler ensemble, bâtir quelque chose ensemble aussi. Donc, voilà, oui. Avez-vous des enfants? Non. Parce que souvent, tu te dis comme ça, tu sais, moi, j'ai 2 enfants, fait que tu te dis, ça va faire 8 ans avec ma femme. Des fois, c'est quelque chose qui, bon, oui, qui nous soude, mais qui en même temps amène un vrai lot de défis. Je vous dis, vous, après 13 ans, j'imagine que vous avez encore vos petits temps, comme toi, tu fais de quoi d'un bar, toi d'un bar. Puis là, tout d'un coup, vous décidez, hey, là, on fait quelque chose qui, au quotidien, va nous rassembler, mais en même temps, ça doit amener son lot de challenge quand même de dire, comme là, à tous les jours, du matin au soir, on est ensemble. Ben, ça fait quand même partie de notre vie, là, dans le sens qu'on dirait qu'on y réfléchit comme plus à ça, là, dans Ok. le sens que c'est notre réalité. Ouais. C'est comme, c'est pas quelque chose qu'on se dit, ah, on est juste toujours ensemble. C'est Tant- comme. tant mieux si ça fonctionne au Non, final. mais dans le fond, c'est vrai, quand tu t'arrêtes à ça, c'est comme, on s'arrête juste pas à ça. C'est comme. Mais c'est intéressant ta question, Sam, parce que effectivement, tu sais, au début, évidemment, chacun a sa sphère professionnelle d'accomplissement. Puis, tu sais, Ouais. c'est quand même important dans la vie d'avoir, tu sais, ses propres intérêts, ses Oui. propres passions en tant que couple, parce que c'est ce qui fait qu'en sorte, quand tu te retrouves le soir, évidemment, tu as des choses à te raconter, tu peux échanger par rapport à une passion commune Ouais. ou différente. Et puis, tu sais, je dirais que nous, évidemment, on a toujours été quand même ensemble, mais c'est vrai que peut-être avant, on avait chacun notre travail. Mais dans tous les cas, comme aujourd'hui, je dirais que justement, c'est devenu notre vie, dans le fond, est devenu évidemment, oui, le travail, les entreprises maintenant, qu'on a fondées ensemble aussi. Mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment important personnellement parce que c'est vrai qu'on peut rapidement s'oublier comme personne en étant toujours en couple comme ça, voyager ensemble comme on le fait régulièrement. Tu viens qu'à un certain moment donné, tu es isolé aussi, tu ne veux pas dans d'autres pays. Donc, si tu ne prends pas le temps pour toi-même de te Ouais. retrouver, tu peux te perdre rapidement. Puis, moi, c'est ça, j'ai appris un peu plus, je dirais. C'était plus difficile pour moi au début, quand j'ai rejoint Sébastien, d'avoir ma propre sphère. On dirait que Ok. là, j'étais vraiment dédiée à 100% au travail. Tous les soirs, je parlais du travail. Puis là, Sébastien était comme, OK, là, non, il faut arrêter, là. Tu peux arrêter, là. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut avoir un temps aussi mort à un moment donné pour le travail. C'est Ah, difficile quand tu es passionné autant. J'imagine en plus maintenant 2 entrepreneurs qui travaillent comme ça ensemble. Ouais. Vous êtes dedans au quotidien. Vous avez des choses à vous compter, mais veut pas, c'est la même chose. Fait que le soir, vous avez envie d'en jaser. Ouais. Les week-ends, vous avez envie d'en jaser. C'est pas comme un couple, mettons, comme nous, que je sais que le week-end, ben, je parle pas trop de business. T'sais, on fait les affaires avec les enfants ou whatever. Fait que Exact. c'est intéressant. Sébastien, si on revient peut-être à toi un petit peu plus, à ton départ de carrière, est-ce que c'est vrai que ça a commencé par une vidéo de pâte à biscuits cru? Ouais, c'est un peu drôle à dire de même, là, Ouais. 8 ans plus tard, mais c'était. Moi, j'avais toujours. Moi et mon meilleur ami, on se disait toujours un jour, on va se partir une business ensemble. Puis moi, j'étais vraiment malheureux dans mon travail. Puis on Ok. dirait que ça a été comme la vision de voir cette vidéo-là, ça a changé ma vie au final. C'est vraiment bizarre parce que, tu sais, j'étais juste assis dans mon divan, puis j'ai vu cette vidéo-là de pâte à biscuits. Puis écoute, Un spark. on dirait que c'était comme, OK, je vais faire ça. Là. Tu sais, C'était une ça a été- élimination. ouais, c'était quasiment une élimination. C'est comme. Puis à partir de ce moment-là, je suis devenu comme un peu obsédé par cette vidéo de pâte à biscuits que j'ai vue. Je suis allé à New York, là, j'ai vu comment ils faisaient la pâte à biscuits. Puis là, c'est vraiment comme ça que j'ai lancé Cookie Bluff avec mon meilleur ami dans ce temps-là. Ça a été vraiment une aventure incroyable. Puis ça a connu le succès qu'on connaît aujourd'hui. Une entreprise les plus virales en 2018. Ouais, c'est Dans le temps où les influenceurs, ça n'existait pas vraiment. C'était comme vraiment... On était très innovateurs. On faisait des choses que les gens ne faisaient pas. Puis ça a fonctionné pour nous autres. Il y a beaucoup de monde qui croyait, qui n'ont jamais cru dans ce projet-là. Faire de la pâte à biscuits dans un pot, c'est quand même... Puis elle est bonne. On va se le dire, elle est très très bonne. Pour y avoir Merci. goûté très souvent, elle est super bonne. Est-ce que je me trompe en disant que tu n'avais pas aucun background entrepreneurial à la base? C'était quoi ta job à base? Moi, je savais même pas que l'entrepreneuriat, ça existait. Là. Ok, c'était pas un... À ce point-là. Puis tu sais, c'est vrai, quand on pense à ça aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais il y a 10 ans, je veux dire, ça faisait pas partie des choix de carrière là, quand tu allais au secondaire. Là, C'était puis pas ils disaient, coché, là, là. non, tu peux pas cocher ça. Puis moi, j'avais personne
dans mon entourage qui est entrepreneur. Fait que, tu sais, ça a l'air vraiment niaiseux de dire ça, mais genre, tu sais, pour moi, quand je voyais des entreprises, tu sais, j'étais pas capable de processer, OK, il y a quelqu'un qui a parti ça, Ouais. tu sais, puis parce que ça existait juste pas, tu sais. Puis c'est pour ça que je trouve ça cool qu'aujourd'hui, ça soit démocratisé, bien que c'est beaucoup plus difficile que les gens croient. Ouais. Ça reste que c'est possible de le faire. Ouais. Fait que non, j'avais rien du tout. Moi, j'avais fait un bac en relations industrielles à l'Université Laval. OK. Puis je travaillais en ressources humaines. Fait que, mais c'était pas du tout ce que je m'étais imaginé comme travail ou quoi que ce soit. Fait que je trouvais ça vraiment, vraiment difficile. OK. Puis je cherchais, tu sais, des fois, il y en a qui toute leur vie vont chercher une porte de sortie. Ben moi, je l'ai pris, tu sais. Ben tant mieux. Parce que moi aussi, maintenant, tu sais, vous le savez, je suis rendu dans le domaine alimentaire avec Mindblow. Fait que de la base, j'étais dans le service. C'est très différent de développer après ça un produit. Fait que je le sais. Ben, en fait, je le sais, je suis pas à votre niveau encore, mais je peux comprendre les challenges que vous avez pu vivre avec ça. Comment ça s'est passé dans le fond? Est-ce que ça a été beaucoup d'essais-erreurs de ton côté? Parce que là, on parlait d'influenceurs, on parlait de choses. Est-ce que c'est de l'opportunisme avec peut-être un bon timing, un petit peu de chance sur le timing? Je pense que c'est timing is everything. Là. OK. Puis J'aime ça. on le dira jamais assez, mais en business, c'est vraiment ça parce que le nombre de fois qu'on voit des produits, tu sais, mettons le bubble tea, il y a des gens qui ont essayé ça il y a 10 ans là, de sortir ça, puis ça l'a floppé complètement. Puis aujourd'hui, quand nous autres on a sorti ça, c'était comme le bon timing. Puis Ouais. la boîte à biscuits, c'était prêt, là. Tu sais, c'était comme, là, ça attendait, là. Tu voyais que quand on a lancé, le monde, c'est ça qu'ils voulaient, là. Tu sais, ça attendait. Je me souviien des filles en pyjama qui faisaient la file devant les IGA à 8 h le matin. Québec. C'était vraiment... C'est fou. C'était vraiment un événement, c'est sorti d'un rêve un peu. Là, tu sais, c'était incroyable tu sais, ce que ça l'a fait. C'est le rêve de tout entrepreneur d'avoir autant de succès avec un produit. Ça l'a amené aussi son lot de challenge parce que nous, on n'avait pas une scène. Là, tu sais, quand on a lancé ça, c'était comme. On était juste deux gars de Québec qui lançaient une business de porte à biscuits. Tu sais, c'est farfelu en sacrament. Ouais, je te file. Mais tu sais, c'est là-dedans qu'on a appris. Puis tu sais, je pense que je suis devenu l'entrepreneur d'aujourd'hui parce que j'ai vécu tous les challenges qu'un entrepreneur veut vivre en 10 ans. Je l'ai vécu genre en 6 mois. Fait que ça me fait énormément grandir dans ce parcours-là, puis à mieux comprendre un peu c'est quoi la business, puis je pense que j'étais fait pour ça, tu sais. Ouais, mais souvent, on se rend compte qu'on a des facultés dans ce type de domaine-là aussi. Tu sais, on travaille puis on peut être super bon, mais des fois, comme tu dis, de faire plein d'erreurs, fine. Mais la quantité de gens qui font des erreurs, qui apprennent pas de leurs erreurs puis qui les reproduisent. Fait que tu dois avoir quelque part une faculté d'apprendre de tes erreurs puis de rebound à chaque fois. Puis je relate beaucoup à ça parce qu'au final, la quantité d'erreurs dans ma carrière que j'ai fait, puis même dans le personnel, Ouais. si on est capable de rebound, je pense que c'est assez positif. Toi, est-ce que tu te rappelles peut-être le moment clé où est-ce que Sébastien t'a dit comme je veux lâcher ma carrière pour me lancer de quoi de pâte à biscuits? Toi qui travailles t'étais dans un domaine de retraité, je sais pas comment tu dis ça, un Oui. foyer pour retraités. Exact. Te souviens-tu ce moment-là de faire comme comment t'as réagi premièrement? T'es-tu comme go Seb, let's go? Oui. Ou c'était sacrément, il faut qu'on regarde nos dépenses et nos trucs avec ça? Moi, pour vrai, je me rappelle très bien de tout ça. Là. Vraiment, autant la phase de questionnement, tu sais, en 2014, quand il a terminé son bac à l'Université Laval, OK. que justement, il se posait beaucoup de questions. Il disait, tu sais, je le vois, là, le train est en train de passer, là. Puis je sais pas ce que je vais faire. J'ai le goût de me partir quelque chose, mais je le trouve pas. Fait que, tu sais, on part de 2014 déjà, puis c'est en 2016-2017 qu'il a vu le vidéo. Fait que, tu sais, dans le time zone, là, c'est à Ouais. peu près ça. Puis, tu sais, il travaillait, mais il se sentait pas accompli nécessairement aussi dans ce qu'il faisait. Mais quand même, tu sais, dans la vie, des fois, il faut que tu fasses les choses, là. Il faut que tu travailles, hein? Oui, t'as pas le choix. On n'a pas le choix. Fait que, tu sais, tu le fais, mais ton purpose, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es capable de continuer? Il était peut-être pas nécessairement défini encore ou c'était pas assez clair. OK. Fait que finalement, c'est ça, moi, quand j'ai vu vraiment, quand j'ai vu Sébastien vraiment s'épanouir, puis là, dire, OK, en 2017, il avait vu le vidéo, puis là, il était vraiment convaincu. Il avait appelé Charles pour lui dire, OK, là, c'est vraiment ça, je te le dis. Puis c'était drôle parce que c'est ça, comme il disait tout à l'heure, tout le monde riait de lui. Là. Tout le monde disait, voyons, ça se peut pas. Bizarre. C'est n'importe quoi, une affaire de la pâte à biscuits. Ça va-tu? T'es sûr, t'es correct? Puis, tu sais, lui, il croyait tellement qu'on est allé à New York, justement, pour aller goûter à la pâte à biscuits, OK. le shop de pâte à biscuits, justement. Puis, c'est ça, tu sais, moi, à ce moment-là, j'avais fait quand même, dans ma carrière là, de gestionnaire de résidence, j'étais rendue gestionnaire régional du recrutement pour les résidences pour lesquelles que je travaillais. OK. Fait que, veux pas, j'avais quand même une job assez intéressante. Et puis, là, c'est ça, Sébastien était plus investi dans le projet. On venait d'acheter notre première maison en Beauce. Fait que là, il m'appelle au bureau. Je me rappellerai toujours. Il me dit, j'ai de quoi te parler, sincèrement. Là, je vais me mettre à temps plein dans le projet. J'y crois vraiment.
Puis à ce moment-là, vous aviez commencé à regarder avec le CDBQ, je pense, plus profondément là, pour le développement des pâtes. Fait que c'était plus juste les tests à la maison, là, avec le batteur sur sucre. OK. C'était rendu beaucoup plus loin là, dans le développement, la recherche aussi au niveau des formulations de pâtes à biscuits. Fait qu'il dit, j'ai de quoi t'annoncer, j'y pense, là, je vais y aller à temps plein, fait que je vais laisser mon travail. Fait que, tu sais, c'était quand même quelque chose, mais moi, j'ai toujours eu profondément confiance en Sébastien. Pour vrai, je le connais, mon homme, là, depuis quand même 18 ans maintenant, mais j'ai toujours eu confiance en lui. Puis je sais que quand il me dit quelque chose, c'est parce qu'il croit, puis que, tu sais, c'est une personne très sensée. Fait que quand il m'a dit ça, il dit, parfait, on va s'organiser, on va trouver une façon. Fait qu'effectivement, on a trouvé la meilleure façon. Puis je pense que c'était la meilleure chose qu'on a pu faire parce que, justement, il s'est investi à temps plein là-dedans. Et puis, c'est ce qui est devenu Cookie Bluff par la suite. T'sais. J'adore ça. Puis le pire, c'est que le temps passe tellement vite parce que je me rappelle de quand c'est sorti. Ouais, ça a pas d'allure. Puis là, je regarde ça, puis t'es comme, tu sais, on est tellement d'années plus tard, ça n'a aucun sens, tu sais. C'est fou. On Ouais, dirait ça- que c'est encore hier que j'écoutais pour la première fois, puis j'étais comme, crime, c'est cool ça. Mais non, on est rendu passé 30 ans, puis ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est fou. Ça passe trop vite. Ah oui, je sais. Je vais vous parler d'un des sponsors du podcast Pas Ordinaire, qui est l'entreprise Mindblow Energy. Et on se mentira pas, OK? Mindblow, c'est mon entreprise à moi, donc je sponsorise la même entité. Mindblow sponsorise le podcast Pas Ordinaire. Quand j'ai découvert les nootropics il y a plusieurs années, qui sont des suppléments qui augmentent tout ce qui est cognitif, je suis tombé en amour avec le concept et je me suis dit, il faut absolument lancer une compagnie québécoise, canadienne pour ces produits-là. Alors, on a créé comme ça un supplément qui est rapidement devenu trending en ligne, numéro 1 sur Amazon pour tout ce qui est énergisant. Si vous avez besoin de focus, de bonne humeur, d'énergie à longue durée sans crash, c'est vraiment le produit pour vous. Et on a même une version prête à boire comme ça ici, qui est une boisson énergisante conventionnelle, mais avec des suppléments à l'intérieur. De délicieuses saveurs. On a 4 saveurs pour le supplément aussi, disponible sur Amazon ou mindblowenergy.com. Et vous pouvez utiliser le code pas ordinaire sur mon site web pour 10% de rabais. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. C'est moi qui sponsorise l'épisode. Ben oui. Sachant justement que tu n'avais pas d'expérience ou rien là-dedans, à quel point peut-être est-ce que, tu sais, à l'ère où est-ce qu'on n'a pas ChatGPT, on n'a pas d'AI, on n'a pas de recherche de comment, dis-moi où trouver telle affaire, qu'est-ce qui ont été peut-être les facteurs clés qui t'ont aidé? Comme ça, tu dis, là, le CBDQ, comment tu appelais ça? Le CDBQ, oui. Bon. C'est en fait le Centre de développement bioalimentaire du Québec, dans OK. l'Est du Québec. Là. C'est quand même un gros centre de recherche pour l'alimentaire. Pour ceux qui veulent se lancer, là, c'est vraiment incroyable. Parce que tout ça, sachant qu'on n'a pas d'expérience, qu'on veut se lancer quelque chose, puis de où tu trouves ces informations-là? Est-ce que c'est Google? Est-ce que c'est des contacts? Est-ce que tu es quelqu'un qui habituellement est bon à t'entourer de personnes clés qui t'aident? Tu sais, c'est quoi peut-être là-dedans les facteurs clés qui t'ont aidé à rapidement mettre sur pied une compagnie comme ça? Ben, il y en a plusieurs, là, mais je te dirais que le premier facteur clé, c'est qu'on était vraiment naïfs. Là. Ça, OK. c'était vraiment le meilleur facteur. Puis je le dis encore aujourd'hui, puis je le vois encore, que d'avoir été naïf puis de ne pas croire tout ce que les gens nous disaient, même si c'était la vérité, ben, ça nous a permis de ne pas voir les red flags puis de ne pas voir... Tu sais, au final, le projet Cookie Bluff, il réussit sûrement 1% du temps là, dans l'univers. Là, tu sais. La vérité, c'est ça quand même. Là, tu sais. Fait que... on était comme, ah non, nous, on va le faire, puis je vais appeler chez IGA, tu sais, des affaires que personne ne fait, mettons, Oui, là, oui. tu sais. On était vraiment comme dans une phase où on était super comme, on va y arriver, tu sais, on y croyait. Puis, je pense que justement, quand tu crois tellement à quelque chose comme ça, ce que tu as besoin arrive un peu comme par magie. Ça a donné que mon associé, ben, je pense que c'était son cousin qui fabriquait de la bière au CDBQ. Puis il était là, ah, vous devriez venir. Tu sais, c'est toutes des affaires de même qu'à un moment donné, t'es comme. Tu rencontres des gens, ça te prend un élément de chance, ça, bien sûr. Ouais. Mais cette naïveté-là, puis le fait d'y croire, malgré que les autres n'y croient pas, ça t'amène quand même tout le temps à tracer ton chemin. Puis si t'es dû pour ça, je pense que ça va t'arriver. Là, tu sais. Oui. Je pense qu'il faut que tu sois ouvert aux opportunités aussi, tu sais, parce qu'on le dit souvent, Exact. tu as beau Saisir. discuter. Ben oui. Saisir les Saisir, c'est encore mieux. opportunités. Ben oui. Parce que tu peux les voir, mais tu veux des fois aussi ne pas vouloir les saisir Ouais. ou des T'as fois peur ou t'as. Ouais. le timing, exactement aussi. Des fois, tu te dis, ah. Fait que je pense que c'est beaucoup ça aussi. Ouais. Parce que tu l'as dit, là, ça s'appelait IGA ou des affaires, comme je te dis, on est là-dedans en ce moment. Mais tu sais, il y a ça. Fait que ça, c'est la partie qui nous a vraiment amené là. Mais tu sais, la partie en arrière, puis moi, je dirais toujours,
J'en ai écouté beaucoup des podcasts, puis il y a beaucoup de gens qui oublient leur histoire du début, les gens qui étaient là au début. L'histoire, elle change à gauche, à droite. Là, finalement, le gars qui était là au début, il n'a jamais existé. Tu sais, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Mais tu sais, moi, j'étais avec mon meilleur ami dans cette aventure-là, puis il a cru au projet, il a cru en moi. Lui, il travaillait comme un malade. Il y avait un petit garage de mécanique à Québec. Puis c'est toujours le gars que je connaissais qui travaillait vraiment, vraiment travaillant, mais avec un cœur énorme. Là, genre un gars, c'est le genre de gars que tu veux dans ta vie. Là, il va toujours tout faire pour toi. Puis il a vraiment cru dans ce projet-là. Puis quand ça allait moins bien financièrement, lui, il travaillait plus fort pour nous donner de l'argent, pour nous aider genre à partir de ce projet-là. Il a tout genre pris son fonds de roulement ou ce qui était pour réussir à financer des petites affaires. Fait que on s'est séparés un moment donné dans le chemin Cookie Bluff, mais ça reste que c'est encore mon meilleur ami aujourd'hui. Puis c'est comme je serai éternellement reconnaissant envers cette personne-là qui m'a permis d'être que je suis aujourd'hui, entre autres, parce que si elle n'avait pas été là, je veux dire, je pense pas que j'aurais pris ce chemin-là. Fait que je pense que c'est important de revoir un peu aussi, okay, où est-ce que tu as commencé, avec qui tu as commencé. Fait que je dirais que c'est la deuxième partie super importante de notre parcours, de pourquoi on a réussi. Il y avait quelqu'un en arrière qui a cru vraiment. T'sais. Mais comme tu l'as dit, à un moment donné, comme on dit qu'on oublie ces choses-là. En fait, il y a des gens qui volontairement oublient ces choses-là. Mais il y a tellement pas de gens à l'extérieur qui voient ces phases-là d'une business, comme tu l'as dit, de prendre de sa propre liquidité, des trucs de même. J'étais avec le gars de Transformer Table qui est venu sur le podcast, puis il nous parlait qu'au départ, en vendant avec ses chums des tables et des trucs, on the side, il vendait des bains sur Marketplace. Il achetait des bains usagés, puis il revendait, puis des sofas, des affaires qui sortent de l'ordinaire, justement. Mais c'est fou parce que des fois, tu as ce besoin-là pour aller chercher un certain roulement de la liquidité, du cash flow, que des fois, avec ton produit principal, tu ne l'as pas nécessairement. Fait que il n'y a pas beaucoup de gens qui voient ces envers-là un petit peu de la business, surtout dans les débuts. Fait que moi, ça me passionne d'entendre tout ça. Comment ça s'est terminé, l'aventure Cookie Bluff? Parce que là, je veux dire, c'est pas fini comme produit. Non. C'est qu'on est arrivé dans une conjoncture un moment donné où il y a eu la pandémie. Puis, dans le fond, notre objectif, c'était d'avoir des ventes à l'international. Puis, le plan, il se passait pas du tout comme on aurait voulu que ça se passe. Okay. Puis, un moment donné, ça fitait juste plus au niveau de comment on allait monter cette business-là. Puis, c'était une situation compliquée, on peut dire. Là. Puis là, dans le fond, on avait ouvert un cookie shop à Québec, dans le Galerie de la Capitale. Puis finalement, c'était un projet, c'était une fraude, là, cette affaire-là. On s'est fait arnaquer, genre, dans les datas qu'ils nous présentaient. C'était une grosse affaire. Fait que moi puis Charles, on s'est dit, garde, toi, tu vas t'occuper du shop. Puis moi, je vais reprendre la business de Cookie Bluff. Puis je vais essayer de repartir avec ça. Je vais monter ça parce qu'on n'avait plus les reins pour supporter 2 salles. C'était comme une situation qui était plus compliquée. Okay. Puis là, quand la pandémie est arrivée en même temps, plus l'histoire de où on s'était établi dans les galeries au monde à Québec, c'était toute une fraude, cette histoire-là. On a perdu énormément d'argent, on a perdu comme 300 000 dans cette Il a dû fermer aussi cette affaire-là. la concession qu'il avait ouverte. Fait que, ça a été je pense, dans les moments les plus difficiles de ma vie, là, la séparation avec mon associé. Ouais. C'était comme vraiment quasiment un divorce. Ouais. Ça a pris du temps avant que ça revienne. Là, comme il y a comme quelque chose de cassé à un moment donné. C'est pas évident, effectivement. Mais je pense qu'on était plus fort que ça aussi. Puis aujourd'hui, on est proche comme avant. Là, fait que c'est vraiment cool. Là. Parce que tu l'as dit comme ça, un divorce avec un ami. Est-ce que ça vous est déjà passé par la tête ou c'est des discussions que vous devez avoir en tant que couple à travailler ensemble en affaires puis de dire, tu sais, si la business elle plante ou s'il arrive de quoi, puis on va en parler plus tard de ce qui est arrivé dernièrement, mais des situations conflictuelles ou problématiques dans une business en couple comme ça, devez-vous avoir des éléments, des fois des discussions, des moments off pour je sais pas, pour vous rapprocher puis être certain que qu'est-ce qui se passe dans le business affecte pas le couple nécessairement? Si je peux y aller, moi, je dirais que nos rôles sont quand même très bien définis depuis quand même le départ, tu sais, dans le sens que, évidemment, moi, j'ai commencé comme entrepreneur, en ce sens que, dans le fond, j'ai commencé comme adjointe de Sébastien, employée, j'ai fait mes classes, tu sais, j'ai appris quand même beaucoup. Moi non plus, on s'entend, je suis pas venue du tout du domaine entrepreneurial. Donc, tu sais, je veux pas... pour moi, ça a toujours été important de faire ma place, évidemment. De par mes efforts, mon travail et tout ça. Puis justement, ça a été quelque chose vraiment d'incroyable parce que j'avais justement la curiosité puis le désir d'apprendre sur ce domaine-là que je ne connaissais point. Le marketing aussi, j'ai fait beaucoup de cours à l'université, tout ça, de soir pendant la pandémie. Et c'est ça, avec Sébastien, tu sais, veux pas, j'avais quand même un très bon coach aussi. Fait que c'est sûr que pour moi, j'ai toujours été l'adjointe de Sébastien. Je le suis encore aujourd'hui.
Évidemment, on a fondé ensemble depuis d'autres entreprises. Mais pour moi, c'est clair que Sébastien a toujours le point de décision. C'est lui le boss, évidemment. Puis, tu sais, évidemment, oui, j'ai mon point à dire et tout ça, mais c'est sûr que les décisions en général sont toujours prises ensemble. Tu sais, on en discute. Puis, jusqu'à présent, on n'a pas eu vraiment de problématique, je dirais. Mais je pense que tu l'as bien dit, c'est que dans le fond, on n'est pas on n'a pas le même rôle, mais pas du tout. Tu sais, moi, je suis plus dans le processus décisionnel. Jessica est beaucoup plus dans les opérations. Fait que, tu sais, elle a son propre travail où elle prend ses propres décisions. Puis, tu sais, moi, le big picture, dans des trucs plus importants, tu sais, je vais y en parler, mais tu sais, j'ai quand même le contrôle, tu sais, de la business, on peut dire. Puis, Jessica, c'est un pilier, tu sais, dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce que c'est vraiment... je pourrais dire que c'est la structure un peu de l'entreprise, dans le sens que c'est quelqu'un qui est structuré, qui a une bonne vision, qui a une bonne mémoire, qui se souvient des... Tu sais, c'est vraiment un pilier à sa façon dans les tâches qu'elle a effectuées au quotidien. Tu sais, je veux dire, tout le monde devrait avoir une Jessica dans son équipe. Non, mais c'est vrai, dans le sens que, tu sais, puis je dis pas ça, c'est la vérité, tu sais, puis quand elle est embarquée justement en affaires, puis tu sais, elle n'en a pas parlé, mais elle était dans quand même une situation difficile aussi dans sa vie personnelle, où elle se cherchait beaucoup dans ce qu'elle faisait, puis tu sais, je ressentais un peu qu'elle vivait un peu comme moi, tu sais, qu'elle se sentait plus vraiment à sa place, puis la vérité, c'est que quand elle est embarquée, tu sais, moi, l'argent, on n'avait pas tant que ça, puis tu sais, on était comme, OK, on va te sauver une place, là, tu sais, monde, bâtis ton poste, tu sais, puis elle est devenue, elle s'est rendue indispensable, tu sais, elle a fait ce que beaucoup de gens sont pas capables de faire, tu sais, ils arrivent dans un poste, puis ils sont comme, ah, OK, tu sais, j'ai mon salaire, blablabla, tu sais, mais elle s'est rendue indispensable dans cette business-là, puis elle a gagné ses actions dans les business, dans le sens que elle a travaillé, elle l'a pas eu gratuit, genre, ah, tu es ma blonde, je vais te donner. Non, mais c'est la vérité, tu sais. On ne prend pas pour acquis, nous. C'est vraiment important. Puis c'est pas nouveau d'aujourd'hui. Ça a toujours été, tu sais, notre mot d'ordre, c'est dans la vie, on prend pas pour acquis, on profite de chaque instant, on bâtit les choses, on voit ce qui se passe, on essaye toujours de faire le plus possible. Ouais. Parce qu'on le voit dans l'alimentaire, puis toi aussi, probablement, Sam, tu le vois, là, même dans les breuvages, c'est tellement compétitif. Ouais. On est toujours à un cheveu qu'un compétiteur arrive, sort un produit innovant ou on sait jamais ce qui peut arriver. Fait que, tu sais, pour nous, c'est vraiment important de se distinguer. Puis, tu sais, c'est ça, quand je suis arrivée au début, comme je l'enseignais, je connaissais rien au marketing. J'étais en relation humaine. Tu sais, en fait, je travaillais dans les résidences pour aînés, gestionnaire. Ouais. J'avais été préposée aux bénéficiaires pendant mes études. Tu sais. Fait que tu vois le profil, là, tu sais, c'est un 360, là, vraiment. Et puis, ben c'est ça, tu sais, j'ai vraiment été intéressée à voir comment ça se passait en entrepreneuriat. Pour ne pas nommer, tu sais, j'ai lu le livre d'Alain Bouchard qui m'a vraiment inspirée. Pas mal tous les livres de Québec Inc., écouté les reportages justement de Gérald Filion, Vocation Leader, qui sont nos leaders, tu sais, pour voir un peu le profil type de l'entrepreneur, puis comprendre, puis aussi m'immerger là-dedans, parce que, comme j'ai mentionné tout à l'heure, tu sais, j'avais quand même beaucoup le sentiment d'imposteur jusqu'à encore... il y a à la fin de l'année dernière. Là. OK. Fait que c'est tout nouveau. En fait, fait que c'est tout nouveau que j'accepte que je suis là, puis c'est pas pour rien. Puis comme tu sais assez, j'ai gagné mes actions, j'ai gagné ma place. Mais non, tu sais, c'est très inspirant l'entrepreneuriat. Puis je pense que c'est important de se distinguer, de pas prendre pour acquis, de toujours être authentique aussi, transparent dans les choses. Ouais. Malheureusement, je trouve que c'est des choses qui se perdent de plus en plus. Les gens essaient de faire... Quoique de plus en plus un revers avec l'entrepreneuriat. Tu sais, avant, c'était l'entrepreneuriat, c'était glamour, c'était populaire et tout ça. Là, on voit un peu plus, justement, de plus en plus les Riverside, un petit peu, là. C'est pas toujours rose, effectivement. La transparence. Exactement. Puis c'est vraiment important pour nous autres. Fait que je pense que c'est ça. Tu sais, je suis vraiment contente de faire partie de cette aventure-là encore aujourd'hui. Puis... justement, de dire que tout est possible, tu sais, parce que il y a bien des gens aujourd'hui, des gens que je connais de longue date, qui me regardent et disent « Mon Dieu, Jess, c'est cool de devoir aller avec ton chum, ça va bien vos affaires. » Effectivement, oui, ça va quand même bien, mais c'est pas acquis. On sait pas, on peut tout perdre. Oui, en effet. Ben, c'est ça, hein? C'est ça l'entrepreneuriat, c'est de jongler tout le temps puis de, de manage the risk, mais en même temps... Des fois, tu n'as pas le contrôle à 100%. Hey, avant qu'on continue vers Boba, justement, que j'ai très, très hâte de jaser, est-ce que vous aimez les cadeaux dans la vie? Oui. Oui. Parce qu'on a un petit cadeau pour vous autres. C'est toujours le fun des cadeaux. Vous savez, on vous avait demandé votre logo. Ah, c'est pas nice. Fait que vous avez un sac de sport de la compagnie 40 qui est un sponsor du. Fait que vous avez avec le logo Boba. Boba. Si vous voulez prendre 2 petites minutes, vous pouvez l'ouvrir. À l'intérieur, c'est vraiment pas juste un sac de sport qu'il y a à l'intérieur. En plus, un sac de sport, moi, j'aime bien ça. Là. Bon, fait que t'as un beau sac Nike à l'effigie de Boba. Puis à C'est l'intérieur, nice, comme t'as en plus. plein de choses. T'as des casquettes, tucs, t'as des hoodies. Mais c'est donc bien cool. J'en reviens pas.
C'est très cher. Puis c'est Forty, notre sponsor, qui fait ça à chaque épisode. Ok. Dans le fond, il vous donne des cadeaux comme ça. Puis s'il y a des gens à la maison qui veulent eux aussi peut-être des vêtements de compagnie, ce n'est pas... ça. En plus, elle look, là. Elle look très bien, là. Je pense que je vais pas la mettre, moi, tout Ouais, ça. ouais. C'est Elle vraiment est super cool. belle, pour vrai. Ah, puis vous avez des couleurs qui flashent en plus. Là. Ça sort vraiment avec vos couleurs, avec vos trucs. Là. Oh, wow! Hey, c'est donc mes beau, le... j'en reviens pas. C'est brodé en plus. Fait que, tu sais, la qualité Ah. comme ça. Ah oui, c'est vraiment cool. J'avais même pas vu. Check ça. Ouais, j'adore ça. Tu vois que c'est la qualité de Vraiment coton beau, là, quand hein? tu les touches. Ouais. Ils ont Ouais, puis c'est les vraiment mêmes, cool, c'est les mêmes chandails que nous, on fait faire chez Mindblow aussi. Fait que c'est vraiment de la grosse qualité. Fait que, Ben, ça tombe bien parce qu'on a des chandails à faire, nous. Fait que je pense écrirai. que je vais les contacter Avec dès plaisir. Regardez maintenant. comment c'est beau brodé avec le logo de Boba. That's it, hein? Wow. C'est vraiment sa coche. Hey, Wow. ça, t'aimes ça, ces chandails-là? Oui. Fait qu'on remercie les sponsors Merci. Forty Merci de beaucoup. donner des Forty, vêtements comme merci. ça à nos invités. Et si vous êtes à la maison, vous Pour les voulez des choyer. vêtements, allez voir ça, forty.ca. Ils ont plein de Vraiment packages, c'est vraiment des bundles, c'est vraiment super cool. On vous remercie beaucoup de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Merci. Wow. Mais j'en reviens pas, puis le sac est beau. C'est cher, Je hein? vais pas l'amener où il y a Vous avez pas tout de ça à finesse. cette heure. Hey, parlons Boba, justement, puis je vais me faire plaisir. Y a-t-il une technique que je suis supposé brasser au départ? Oui, on brasse pour s'assurer que le dépôt de thé, quand il y en a, il disparaisse. diffuse. Mais là, dans le fond, ce que tu as, c'est la version américaine. OK. Parce que c'est notre nouvelle formulation qui va. Excusez. Notre nouvelle formulation qui va devenir partout, dans le fond, la bonne formulation. OK. Donc, on a retiré tous les agents de conservation, arômes artificiels. C'est vraiment une formulation qui a été très difficile à développer, on peut dire. OK. Parce que ça a l'air niaiseux, là, mais tu sais, mettons du sorbate de potassium, là, c'est un ingrédient magique. Puis c'est dur à remplacer. Le sorbate, ça permet vraiment de garder les durées de vie des produits le plus longtemps. Ouais. Mais là, on a vraiment travaillé hyper fort pour retirer tous les trucs un peu chimiques ou quoi que ce soit dans les recettes. Puis là, la formulation est même approuvée par Whole Foods aux États-Unis, qui est OK. comme la référence, on peut dire, là, dans les trucs naturels. Fait que c'est la formule qui va être lancée au Canada, je dirais, d'ici 2 mois. OK. On l'a testé aux US, puis ça fonctionne très, très bien. Là. Fait Très, que, très cher. Puis c'est très bon aussi. Merci. C'est pas la première fois que j'en bois. J'ai bu l'alcoolisé aussi, on en parlera plus tard. Oui. Très, très bon. C'est- Comment ça démarre cette aventure-là? Parce que c'est quand même un risque d'aller comme ça dans un nouveau produit. Tu avais un certain succès avec, bon, c'est qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment vous décidez de partir ça? As-tu vu une autre vidéo quelque part qui t'a allumé sur quelque chose? Ou? dans le fond, l'histoire de Boba, c'est comme. C'est vraiment genre encore une fois, un peu une circonstance. Là. On était dans une passe vraiment rough pour Cookie Bluff. C'était en plein milieu de la pandémie. Ok. Les ventes ont craché parce que là, le monde, il fabriquait tout à la maison. Là, les ventes de farine, tout ça. Fait que là, le monde n'achetait plus de préfabriqués, là, comme de la pâte à biscuits ou même des gâteaux déjà faits. Toutes ces catégories-là, ils ont craché énormément. Des drops de 50-60%. Là. Fait que, à un moment donné, là, on s'est dit, OK, à un moment donné, dans la vie, c'est soit que tu meurs avec ton produit ou tu innoves. Il y a pas... Puis c'est une erreur que beaucoup de gens font en affaires. Des fois, ils s'accrochent tellement à leur produit qui, malheureusement, à un moment donné, il y a un point de non-retour. T'sais. Fait que ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est que je cherchais des... la plus grosse partie du crash s'était passé dans l'Ouest canadien. Genre Vancouver, tout ça, les ventes, ça allait vraiment pas bien. Là, c'était un désastre. Là, fait que je me suis mis à regarder un peu les influenceurs dans l'Ouest canadien. Puis j'arrêtais pas de voir du monde avec des bubble tea. Tout le temps, là, là j'étais comme, c'est quoi ça, un bubble tea? J'avais jamais entendu parler de ça de ma vie. Fait que ça n'a pas pris de temps que là, j'ai réalisé, comme là, je voyais des data à propos de ce produit-là, le trend, là, je me suis mis à... Là, on dirait que ça se bousculait un peu dans ma tête. J'étais comme, OK, mais it's a big thing, là, comme le bubble tea. Puis là, j'étais comme, OK, mais sont où les prêts à, sont où les prêts à boire de bubble tea? Si tu veux avoir un bubble tea, il faut que tu ailles dans un magasin. Là, j'étais comme, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'étais comme, OK, je vais inventer le premier bubble tea prêt à boire. Puis c'est ce qu'on a fait. J'avais investi quand même 400 000 J'ai pris tout l'argent tout le fonds de roulement de j'avais Cookie pris tout Bluff. le cash qu'il y avait dans les comptes. J'ai vidé les comptes, j'ai mis ça là-dedans all-in, puis ça a explosé. Finalement, c'était un all-in pour vrai. Ouais, c'est ça, c'était au poker, là, c'était au complet. C'était Ah, vraiment je all-in. Il y a eu un croyais article vraiment, là-dessus, là, effectivement. Là, je te dis, ah non, c'était risqué quand même. On a failli abandonner en plus plusieurs Ça a fois, été hein, on vraiment va le difficile. dire. Là, C'était mais... pas un. Tu sais, là, Non. je te raconte la finalité, là, wow, c'est beau, ça a réussi, là, mais genre, c'était un désastre. Là, la R&D, il n'y a Oh rien qui my marchait. Tu sais, God. C'est pas pour rien qu'on était les premiers au monde tu sais, à faire ça. Là. Tu sais, C'était vraiment, facile. c'était vraiment difficile, c'était unique. Puis finalement, regarde, on y est arrivé. Tu sais, c'est ça qui est incroyable. Là. Quand on a acheté notre premier container de 20 palettes de bulles de la Taïwan,
C'est tellement fou cette histoire-là parce que, tu sais, on connaît pas la personne en Taïwan, on a confiance en lui, il envoie quand même régulièrement des échantillons au lab, qu'on vous parlait tout à l'heure, le CDBQ. Ouais. Tu sais, il y a quand même une belle complicité, mais tu sais, quand tu dis que tu te commets à acheter un conteneur de 20 palettes de bulles, Ouais. t'as jamais importé de conteneur de ta vie. Alors, ça stressant. t'est, Imagine que tu transfères 100 000 à un gars dans un pays que tu connais pas et que tu n'as jamais vu. Tu sais, faut c'est vraiment comme- être fou, faut c'est être fou comme pour Wire, faire ça là, un mais- peu, mais tu sais, tout ça pour dire que finalement, on l'a fait, puis en plus, on est arrivé au moment où est-ce que tous les containers étaient en surenchère pour rentrer sur les bateaux dans Ok. la pandémie. Fait que c'était 30 000 US pour faire rentrer le bateau, en plus du prix du container en Non, mais hangar. c'était le plus gros de cette histoire-là, c'est C'était, que nous, dans le fond, on avait une date de lancement de prévue Chez IGA. IGA. Ok. Puis IGA, un gros big up à IGA parce que Ah oui. tu sais, moi, j'avais lancé Cookie Bluff, puis ils croyaient quand même à ma capacité à faire des produits, puis ils ont accepté d'entrer le produit. Ils n'avaient jamais goûté, ils n'avaient jamais vu, puis là, je leur avais dit, écoute, je vous dis, je vais vous faire un bubble tea. Là. Tu sais, genre, puis, tu sais, ça marche pas de même. Là. Tu sais, je sais, si tu veux rentrer un produit, c'est plus compliqué que ça, mais genre, ils ont vraiment cru en moi, je peux dire, tu sais, parce que ils m'ont fait confiance avec ce produit-là, puis tu sais, ils ont bien fait parce que ça a énormément fonctionné, mais on avait une date de lancement de prévue, puis un moment donné, là, on attend le conteneur, puis le conteneur, il a disparu. Les Il y douanes a- l'ont saisi. Il y a personne qui savait il était où. Puis là, pendant une semaine, personne ne savait le conteneur. Puis là, tu sais, moi, c'était tout mon cash là, qui était là-dedans. Là, tu sais, Ah j'étais ouais. comme, OK, mais là, il est où le conteneur? C'est une histoire d'horreur. Puis là, finalement, je me mets à faire des téléphones, j'appelle à des Au places. Puis là, CN, j'apprends à un moment donné, je parle finalement à une bonne personne. Par miracle, écoute, c'est impossible d'appeler au port de Vancouver. Il n'y a personne qui te répond là, ça n'a pas d'allure. Puis le gars, il dit, OK, ouais, je vois ça. Ah, tu sais, il a été saisi par les douanes, ton conteneur. Là, j'étais comme, OK, nice, mais de quoi saisi par les douanes? Il dit, ouais, dans le fond, c'est Inspection. simple. Ils viennent avec un camion, ils ramassent ton conteneur, puis ils le ramènent quand c'est à leur tente. Ça Là, se peut j'étais qu'il y ait comme- du stock dedans, ça se peut qu'il n'ait pris. Oh my God. C'était ça, dans le fond, Ouais. j'étais comme, ah, nice! Fait que là, genre, ça a pris 3 semaines, tu sais, puis là, 3 semaines d'angoisse que tu sais pas quand ton Puis de conteneur va retard de revenir. production pour le lancement. Ah oui, c'est sûr. Puis là, il revient, puis là, c'est comme, OK, voici une facture de 3 000 parce qu'on a saisi ton conteneur. 3 000 US. Puis par chance, ils n'ont rien touché. OK. Mais c'est Comment vous normal. avez votre Je veux stock? pas, tu sais. Fait Je qu'ils veux pas les saisissent- défendre, mais c'était une première importation aussi. On n'avait pas d'historique. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça comme vient quand si même tu de faisais, Taïwan, des bulles. C'est comme si tu te faisais arrêter par la police, puis ils disaient, ouais, dans le fond, on fait une vérification, puis vu qu'on fait une vérification, ben, tu vas payer, genre. C'est comme. Là, on n'est pas au C'est- Mexique, à ce que je cherche. C'est quasiment rendu le Mexique, là, je te dis. Mais Fait ça, on que- retourne au tout début. Là, c'était en 2021, en fait. Là. OK. Déjà, ça fait 4 ans qu'on importe les conteneurs de la Taïwan. On a 25 à peu près d'importés depuis. Là. C'est quand même fou. Ouais. Ça, c'est mon rôle, d'ailleurs. J'avais jamais fait d'importation de ma vie, mais justement, la force de s'allier des meilleurs, de trouver les bons courtiers en douane pour nous appuyer, Ouais. les formations aussi pour comprendre un peu mieux, justement, import-export et tout Ouais, ça. c'est Là. pas facile. Fait que, ouais. C'est de la job. Ouais, c'est J'ai ça. envie qu'on parle quand même de votre scandale qui est arrivé dernièrement à Dragon's Den. Boba s'en va là-bas pour aller chercher. Est-ce que c'était pour aller chercher du financement ou juste du notoriété? Un peu des deux. Dans le fond, on avait vraiment besoin de cash à ce moment-là pour les États-Unis. Ça coûte super cher à développer. Là. Fait que oui, on allait là pour un peu des deux, je te dirais, ouais. OK. Fait que vous allez là-bas, un des dragons, Simuliu, qui est d'origine asiatique, vous ramasse littéralement comme si vous vous appropriez culturellement un drink parce qu'il n'y a pas nécessairement de mention de Ouais. étant un drink asiatique. J'ai envie d'avoir votre côté de l'histoire, juste comment ça s'est passé. Puis moi, quand j'ai vu ça, pour être franc, j'ai fait comme crime, c'est la fin. Je vais être bien honnête. J'étais comme, mon Dieu, c'est poche de se faire ramasser comme ça quand que tu penses aller là-bas pour avoir de la notoriété. Ça arrive que ça va pas bien, les gens qui vont à Dragon's Den, mais en général, c'est une notoriété, puis des fois, c'est peut-être de l'argent, même si on le sait qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux des fois. La réalité, vous, de votre côté, c'est que ça a mal été pour avoir un très bon rebond positif, si je comprends bien. Ben, je dirais que ça a mal été à la télé, mais la réalité de ce que nous, on était là, ça allait pas mal. Là. Dans le sens que tous Non, les dragons c'est ça. voulaient investir Fait que dans... quand vous êtes sorti de l'émission, c'était pas comme, mon Dieu, Ben, il y a un Non, problème. exact. On savait que c'était eu weird une un petite, peu comment que ça s'était passé, puis comment que, tu sais, un moment donné, ben, tu sais, les gens, ils savent, ils devraient savoir, mais ça dure beaucoup plus longtemps que qu'est-ce qu'ils montrent à la télé, mais C'était quasiment 2 heures. là. Simuliu, il pleurait un moment donné, là. Il était comme, vous avez volé ma culture, puis c'était un autre niveau, là, mais ce que les gens pas ont évident. manqué, c'est que 100% des dragons nous ont défendus, tu sais, puis nous, on dit pas grand-chose parce que, tu sais, moi, je voulais pas m'embarquer là-dedans, puis la vérité, j'étais pas préparé à ça parce que C'est nous, sûr. on allait juste là pour pitcher le produit, puis on était comme,
tu sais, le nombre de fois dans ce show-là qu'on mentionne la Taïwan, à quel point ils nous ont aidés, puis à quel point c'est des gens proches, puis même quand on parlait du brand à la Taïwan, eux autres, ils étaient fiers de ça. Tu sais, c'est pas genre, vous manquez de... Non, tu sais, c'est des gens qui sont super fiers, puis j'ai jamais eu une mention par rapport à quoi que ce soit. Fait que quand cette situation-là est arrivée, puis là, ça dure 45 minutes, où ce que là, ils nous bullient là, complètement là, par rapport au fait que le produit, il n'y a pas de mention asiatique ou il n'y a pas de mention par rapport aux origines du produit. On dit rien du tout. Puis c'est là qu'à un moment donné, je dis « It's not a cultural product anymore ». Puis là, je dis « It's war right », mais là, il coupe carrément quand j'explique ce que je dis par rapport à ça. Puis c'est exactement à ce moment-là que tous les autres dragons commençaient à dire « Ben écoute, dans le fond, je pense que il y a une erreur de compréhension, tu sais. » Puis il y a le dragon, la personne qui est noire, là, lui, là, il s'est révolté, puis ils l'ont pas mis. Puis on dit, écoute, il y a des Blancs qui vendent du poulet jamaïcain, là, puis je suis pas en train de faire une crise que, dans le fond, ils mentionnent pas la Jamaïque, là, tu sais. Puis il avait raison, la vérité, à travers tout ça. Puis, tu sais, moi, pour vrai, ça m'a fait de quoi, tu sais, j'étais genre, je savais tellement pas comment réagir à ça parce que ça m'était jamais arrivé. Puis, tu sais, tu vas là, tu sais, un peu naïf, là, tu vas là, tu sais, t'as du fun, puis au pire, tu te fais planter parce qu'ils n'aiment pas le produit, mais là, tu sais, ça allait bien, tout le monde aimait le produit, jusqu'à temps que là, ça devenait personnel, puis ils l'ont pas mis encore une fois parce qu'ils étaient comme, ils me regardent pas pendant le show, ils sont racistes, tu sais, genre, là, À ce point-là. ouais, puis là, les autres dragons étaient comme, non, tu comprends pas, tu sais, ils sont québécois, c'est juste que quand les gens, ils sont de même, c'est pas leur langue première, tu sais, sérieux, là, c'était comme, on avait 4 personnes super empathiques qui comprenaient que, tu sais, c'était pas notre langue, puis là, on se faisait bully, tu sais, dans une langue, tu sais, l'anglais, je maîtrise super bien l'anglais, mais c'est comme, OK, je veux pas dire un mot, justement, qui est pas le bon mot ou quoi que ce soit. Qui va encore Puis plus, il y a le stress aussi, là, tu sais, ben oui. d'aller faire, tu sais, on se cachera pas, aller faire les dragons à Québec, on l'a fait, ça a été super bien, c'est quand même stressant, mais c'était quand même bien, mais là, quand tu y vas en plus à Toronto, en anglais, qui n'est pas ta langue, tu vas être sûr que vraiment ton produit soit le mieux représenté, tu veux pas te tromper. Il faut savoir que le pitch, dans le fond, est calculé. Si tu manques ton pitch, ton émission ne passe pas, contrairement au Québec. C'est pas repris. Donc là, c'est en anglais, c'est moi qui pitch. Le gars me coupe en plein milieu de mon pitch. Fait que là, je sais plus quoi faire. Je fige, parce que dans le fond, j'ai su que si mon pitch ne marche pas, ben, on passe pas. Fait que dans la tête, je suis comme, OK, là, il m'a coupé, fait qu'on passera pas. Là, finalement, il me dit, OK, non, tu peux continuer. Fait que là, on continue. Mais là, c'était comme pas fluent vraiment. Ouais, t'es stressé. C'est stressant. Fait que, en plus que là, ils nous accusent. Fait que là, tu sais, non, vraiment, je trouve que post-mortem, on a quand même bien réagi. On est resté très calme lors de l'émission. Justement, on s'est regardé, puis Sébastien m'a dit à un moment donné, on dit rien. Quand il voyait comment ça s'en revenait assez intense, là. Puis je trouve que c'est une force de justement ne pas rentrer dans les émotions, l'impulsivité ou vouloir en réaction vis-à-vis le gars. Sa propre idéo à lui, dans le sens que lui, il n'était pas content avec nous. Il avait dit même qu'il ne voulait pas investir dans les personnes blanches, en fait. Lui, il voulait juste investir dans les communautés, minorités visibles. Fait que même à la fin, pour ceux qui ont vu en entier l'épisode, il dit même qu'il est tellement triste qu'on ait du succès avec cette entreprise-là. Mais pourtant, le gars, c'est un dragon. Il est supposé investir dans les gens qui ont du succès, non? Bref. Ouais. Donc, tout ça pour dire que post-mortem, ça a été une expérience très enrichissante pour nous deux, en tant que couple aussi, de se rendre compte que malgré cette grosse tempête-là de 3 jours intenses qu'on a vécu, où est-ce que là, nos visages étaient partout dans les journaux, partout dans le monde, c'est quand même fou, là, une gestion de médiatique comme ça, de crise, que personne, je pense, est prêt à ça. On a été capable de passer au travers, tu sais, on ne veut pas, on se cachera pas. Pour nous, on est en train de tout perdre, ce qu'on a bâti ensemble, puis pourquoi on a tout donné dans les 5 dernières années. Fait que, tu sais, c'est quand même chamboulant. Puis, tu sais, veux pas dans la vie, tu as le choix soit d'être une victime ou de foncer. Moi, j'ai décidé ce jour-là que je n'étais pas une victime. Au contraire, j'étais capable de foncer. Puis c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, tu sais, on a plein de belles choses qui s'en viennent. Puis justement, tu sais, j'avais le sentiment d'imposteur depuis les dernières années. Puis là, j'ai fait, non, regarde, tout le monde m'a vu, la face, là. Ma face est dans 300 vidéos sur TikTok, là. La Rolling Eye Girl, là. Ouais. Mais regardez-moi, vous allez voir que non, c'est pas vrai que je suis une raciste, c'est pas vrai que je suis une voleuse. Au contraire, j'ai toujours été une personne authentique, généreuse. J'ai fait ma place. Je suis pas là pour rien parce que justement, je suis une bonne personne. Fait que non, je perdrai pas tout. Puis je vais vous montrer que je vais faire tout en mon pouvoir pour que ces entreprises-là soient vraiment reconnues. Puis justement, pour vraiment ce qu'on fait aussi,
Parce qu'il faut savoir que lors de l'émission, on avait présenté notre nouvelle formulation naturelle, mais ça, ils l'ont pas mis. Fait que dans le fond, tout le monde, justement, quand c'est sorti au Québec, puis c'est toujours ça qui arrive, les gens, ils aiment toujours ça, bâcher les gens qui ils réussissent plus ou en tout cas qui se trompent. Oui. Mais on nous bâchait, puis on disait que nos produits étaient de la merde, mais pourtant, les gens, avant, la semaine d'avant, ils buvaient puis ils aimaient ça, tu sais. Puis là, ils montraient nos listes d'ingrédients, comme quoi c'était pas bon, puis ci, puis ça. Mais tu sais, justement, on a développé une formule 100% naturelle qui est faite avec des bons ingrédients. Bien, la première aussi, mais on s'attend, là, on a amélioré cette formule-là. Fait que... Le monde est rough, hein? Oui, les gens Le aiment monde ça. se Les gens aiment ça. nourrissent des problématiques des gens, puis ils vont juste... Il y a eu Taper sur le aussi clou. une grande hypocrisie dans cet univers-là. Puis il y a eu quand même quelques personnes d'origine taïwanaise qui nous ont défendus sur les points principaux sur lesquels on s'est fait attaquer. C'était comme, OK, les amis, là, mais vous comprenez pas là, que genre dans les autres pays, comme mettons au Québec, là, va dans un bubble tea shop, là, va boire un bubble tea au jus. Là, tu me diras que tu sais ce qu'il y a là-dedans. Là, genre, c'est comme... C'était vraiment hypocrite parce que les gens ils ont sorti des mots de leur contexte sans savoir de quoi on parlait. Puis ils pensaient qu'on attaquait la culture entière en disant que les bubble tea c'était pas bon ou quoi que ce soit. C'est comme, à un moment donné, on nomme les choses comme ils sont. T'sais. Nous, on parle de notre réalité à nous. Là, on va dans un show où on est comme, OK, nous, on vit en Amérique du Nord. On n'attaque pas les bubble tea shops authentiques ou quoi que ce soit. On dit juste que c'est rendu un point de vue tellement mainstream qu'il y a du monde qui font n'importe quoi avec ça. C'est devenu comme une bombe de sucre complète. Où ce que, genre, mais les gens ils prennent les phrases hors de leur contexte, puis ils nous attaquaient personnellement avec ces choses-là. Puis moi, là, ce qui me fait, dans le fond, parce que ça l'a dérapé, là, genre, ça l'a complètement dérapé, cette histoire-là. On a fait les nouvelles en Chine, on a fait les nouvelles en Taïwan. Il y a eu à peu près 40 quelques articles de journaux partout, là, sincèrement. Parce que mondial. Ça l'a sorti au Québec seulement le lundi, mais ça avait commencé le vendredi. On le voyait sur TikTok, comme tu disais. 300, c'est généreux. Les journalistes des États-Unis nous écrivaient, nous appelaient, là, ça n'arrêtait plus. Là, ils voulaient absolument nous parler, mais nous, on s'était dit non, on ne répond à rien. Je te dirais que les 3 premiers jours, ça a complètement dérapé. Là. C'était vraiment une tempête. Là. On se faisait attaquer, on n'avait aucun support. Tout le monde il en profitait pour nous bâcher. Une fois que ça s'est rendu aux États-Unis, c'est là qu'on a commencé vraiment à avoir du support. Que le monde était comme non, nous, on n'embarque pas là-dedans. Puis au final, c'est juste 2 entrepreneurs, laissez-les tranquilles. Là, genre, on a commencé à avoir vraiment un gros support. On était comme OK, ben, moi, je vais aller acheter du boba. Puis, puis je te dirais que moi, cette situation-là, comment on l'a vécu, ben, first, c'est vraiment une gestion de crise intense. Là, on a un board à l'interne. Puis on a géré ça. On n'a pas dormi pendant 3 jours. Il fallait écrire un communiqué de presse. On a engagé comme 2 firmes. Puis ce qui sortait, ça ne représentait pas tout ce qu'on voulait. Puis finalement, on a travaillé sur un texte vraiment, vraiment fort. Le monde, il disait, vous avez fait ça sur ChatGPT. Oui, non, vraiment pas. On avait une journaliste quand même de écoute, CBC. On a travaillé vraiment, vraiment fort. Puis au final, quand on a sorti notre statement par rapport à la situation, j'étais comme, c'est quoi, moi, ce texte-là, je suis prêt à vivre ou mourir avec ce texte-là parce que ça représente exactement ce que je pense puis ce que je suis. Puis moi, cette situation-là, c'est venu me chercher dans mes valeurs parce que je suis pas raciste, OK? Puis je considérais pas que mon produit c'est de l'appropriation culturelle. Puis la première affaire que j'ai faite, c'est que j'ai appelé mes gens en Taïwan. Puis, tu sais, c'est un peu con de dire ça, mais ils riaient, là. Ils étaient comme, ils trouvaient ça vraiment... Eux autres trouvaient ça drôle, là. Ils étaient comme, nous, on est fiers là, de votre produit, puis genre, on a toujours trouvé ça bon, puis on a toujours trouvé que vous faisiez bien les choses, quoi que ce soit. Il dit, tu sais, oubliez ça, ce bruit-là. Là, en Taïwan, il n'y a personne qui pense ça. Puis les journalistes qui sont allés en Taïwan, justement, les articles qu'ils ont fait, c'était comme, le monde, ils sont fiers que le bubble tea soit connu. Puis comme, tu sais, il n'y avait pas d'amertume ou quoi que ce soit. Fait que c'était vraiment une grosse tempête qui, à un moment donné, ça a dérapé. Là, on a reçu des menaces de mort. C'était quelque chose, c'était ça, fou, par exemple. puis- Sincèrement, il n'y a personne qui est prêt à ça. Là. Ben non. Où ce que c'est venu le plus me chercher, c'est que j'étais comme... J'ai réalisé par après que les gens, ils se nourrissaient comme de la haine aujourd'hui. Puis sans savoir de quoi ils parlent. Là. Puis genre, ils voient un bout de vidéo sur Internet. C'est comme... Ça m'a fait vraiment, vraiment capoter. Puis j'étais comme, OK, mais j'ai-tu vraiment envie de participer à cette société-là? C'est venu vraiment me chercher à ce point-là. Où ce que j'étais genre... OK, tu sais, on essaie de bâtir des trucs, mais j'ai-tu vraiment envie de participer à ça? Comme genre, cette haine collective-là, où ce que les gens, aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent, c'est genre... Ils se veulent que taper tu te plantes. dessus. Ouais, ils veulent que tu te plantes C'est complètement. triste, mais c'est ça, un Mais peu, c'est le cancel malheureusement. culture. Tu prends une parcelle, tu sais, je veux dire, j'en suis victime régulièrement, mais tu sais, on pourrait encore nous prendre dans ce podcast-là, malheureusement, puis faire un match-up, Ouais. puis mettre des affaires qui n'ont pas de 100%. contexte. Les gens recherchent le cancel culture. Les gens sont pourris chez eux, c'est pas à dire comme ça, mais ils recherchent à faire du mal aux gens.
Puis avant, dans le temps, c'était avec des armes, des choses. Maintenant, tu peux le faire avec une vidéo. Ouais. Puis avec un peu de chance, avec les algorithmes, les affaires, comment ça marche, tu peux faire une vidéo, puis peut-être qu'elle est virale, puis qu'elle est repartagée, puis qu'elle est reprise, puis Exact, qu'elle est ça. comme Puis nous. t'affectes vraiment quelqu'un. C'est Puis, fou, raide. Où ce que j'ai vraiment compris, tu sais, parce que on dirait qu'avant, tu sais, je scrollais les trucs, puis j'étais comme, OK, tu sais, c'est juste drôle ou quoi que ce soit. Puis après cette situation-là, j'ai réalisé que vraiment, tu sais, comme 2 jours après, je vois une vidéo sur TikTok d'une compagnie où ils fake un line-up, mettons, dans un Target aux États-Unis pour que le monde achète leurs produits. Tu sais, genre, c'est une vidéo bien normale. Il y a comme 1 million de vues là-dessus. Tu regardes les commentaires. Le premier commentaire, c'est Go kill yourself. Your marketing is shit. Il y a genre 30 000 likes là-dessus. C'est Mais comme. pourquoi? C'est quoi ça? Genre, Ouais. hey, le monde, allez-vous bien, là, parce que. Ils ont le droit. Non, c'est mais comme- c'est quoi, là? Genre, on est rendu où? Je comprends pas. Tu sais, expliquez-moi, là, parce que ça dérape, là, tu sais. Ouais. La société, elle dérape solide, là, tu sais. Vous vous rendez pas compte qu'il y a de quoi qui fonctionne pas, puis le monde, il trouve ça drôle, puis ils se nourrissent de ça, Ouais. tu sais. Mm. Fait que, ça pour dire que, entre autres, nous autres, on a été attaqués par des bots aussi. Il y a eu il y a des forums sur Reddit où Ouais. il y avait une communauté qui nous ont attaqués. Fait que, tu sais, Il c'est comme... disait justement d'aller vers nos pages, aller canceller. Puis ce qui est le plus triste aussi avec ça, c'est qu'il faisait exprès pour appeler la cancel culture chez nos bannières. Donc, vraiment, il taguait nos bannières pour dire de retirer nos produits, mais à coup de centaines de commentaires. Puis ça s'est rendu loin, là, vraiment, directement aux sièges sociaux aux États-Unis, puis même au Ouais, Canada, puis eux, de ces sièges-là. Et dans le fond, on a dû s'expliquer. On a dû clairement leur dire c'était quoi notre plan, c'était comment qu'on voyait ça, puis effectivement leur dire qu'effectivement, on avait des actions à venir là, vis-à-vis notre situation. Parce que justement, on est des gens quand même, comment dire, Proactif? proactifs. Puis, tu sais, pour nous, c'était important aussi de leur montrer qu'on ne se laissait pas abattre par ça, puis qu'au contraire, notre produit valait quand même toujours sa place sur les tablettes. Mais, tu sais, on aurait pu être cancellé, puis on l'a pas été. Beaucoup pensent qu'on a été cancellé, mais non, parce que justement, on a fait preuve d'authenticité, on a été nous-mêmes, on a fait vraiment ce qu'il fallait pour dire que nos produits, au contraire, on avait de l'amélioration à venir. Justement, tu sais, les gens ils disaient qu'on parlait pas assez de la Taïwan. Pourtant, on a toujours parlé, tout dans nos articles de journaux qu'on a eu sur nous, sur notre site web. Mais justement, on s'est fait le devoir d'encore plus en parler. Puis justement, on est allé en Taïwan pour la première fois depuis 4 ans cette année. Okay. Sincèrement, ça a été comme le plus beau voyage qu'on a fait. Puis d'être avec nos partenaires, d'aller voir les usines, de confirmer justement qu'on fait affaire avec les bonnes personnes. On le savait évidemment, ça fait quand même 4 ans qu'on travaille avec eux. Mais tu sais, de voir ça vraiment, ça l'a fait en sorte que on a fait OK, non, on est vraiment là pour la bonne raison. Puis c'est pas pour rien qu'on est encore là depuis 4 ans, puis qu'on va continuer à faire ce qu'il faut, puis s'assurer que les gens aient des produits quand même comme les d'autres, là, justement, avec une valeur ajoutée. Ouais. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Boba, on a eu une subvention, nous, du MAPAC, en fait, OK. quand on a lancé le produit en 2021. Même gagné le prix innovation de la STAC. Tu peux pas avoir un produit plus québécois que ça, là, dans le Ouais, sens ça. qu'on est fabriqué au Québec avec des ingrédients. Tu sais, la majorité de nos ingrédients d'ici, à part les bulles. Puis même là, on a un fabricant Oui, aussi mais au ça, on Québec a de aussi un bulles. partenaire de bulles au Québec. Fait que tu sais, canceller une compagnie québécoise qui fait travailler des gens d'ici pour quelque chose d'un. Écoute, Ouais, moi, ça me fait capoter de voir surtout les gens. Parce que, tu sais, en international, OK, on s'en fout, là, tu sais, genre, ça fait partie de la game. Puis pour de vrai, là, le plus gros de la haine qu'on a eu, c'est ici, là. Ici. Je veux Ouais. dire, à l'international, le monde était comme, non, tu sais, genre, c'est correct, là, tu sais, ou genre, vous avez mal compris, puis genre, vous comprenez pas que c'est un show. Pour de vrai, là, je dirais que c'était 70% positif, puis genre 30% négatif à l'international. Mais au Québec, il y a des influenceurs qui se sont servis de Ouais. ça pour monter leur notoriété, C'est fou, puis ça. genre... Comment Pourtant, tu peux genre en te plus. servir d'un truc comme ça quand t'es même pas au courant genre de la vérité ou tu me donnes même pas le... Pourquoi ils nous ont pas écrit T'sais, aussi? Si tu fais un podcast puis tu parles de moi, défends-moi. Tu sais, je veux me Ah oui. défendre. Tu sais, t'as pas le droit de parler de moi si je suis pas capable de te dire genre mon opinion, surtout sur un truc comme ça où on s'entend que c'est pas blanc ou noir. Là, tu sais, il y a quand même une zone au milieu. Tu sais. Donne-moi la chance d'expliquer qu'est-ce qui est arrivé pour de vrai, puis comment que c'est arrivé, puis expliquer tu sais, toute la patente au complet. Attaque-moi pas, puis après ça, j'apprends un article dans le journal qui t'a dit ça sur moi. Tu sais. Ouais. C'est comme quand on est amis, tu sais, c'est comme. Ou les bubble tea shops sur TikTok qui reprenaient nos voix, puis qui. tu sais, pour rire de... Non, mais- C'était n'importe quoi, ça. Comment tu veux te servir de. Tu sais, nous, pour de vrai, là, ça a été probablement une des pires choses qui est arrivée dans notre vie, là, au niveau genre personnel. Là, Ouais. tu sais, c'était comme C'est un choc émotionnel, le sincèrement. stress, tu sais, quand tu te fais attaquer de partout dans le monde, là, je veux dire, tu vis pas ça souvent, là, où ce que t'es comme tout le monde t'attaque, t'as des médias d'un peu partout au monde, en Australie, qui te contactent genre, pour te parler de cette situation-là. Ça a été vraiment difficile émotionnellement pour moi, pour ma blonde,
Ben, elle a été beaucoup plus affectée, J'étais mettons, malade vraiment beaucoup, moi. au niveau de la santé ou quoi Ouais. que ce soit. Puis j'étais comme, hey, sérieux, vous comprenez pas, là. Genre, tu peux pas te servir du malheur des autres pour une situation comme ça pour t'enrichir, là. Je veux dire, Ouais. tu peux-tu? Je sais pas. Ben non, tu peux pas. Puis comme tu dis, il y en a qui s'enrichissent, il y en a qui le font gratuitement, c'est encore pire, je trouve. Ouais, Tu sais, exactement. tu le fais pour aucune esti de raison. L'autre, c'est une mauvaise personne qui le fait pour s'enrichir. L'autre, c'est une mauvaise personne tout court. Juste, tu sais, elle fait juste se nourrir d'un malheur pour essayer de se remonter sa petite vie à elle. Fait que- Mais Tu sais, j'étais capable de comprendre en fin de la journée que les mots qu'on utilisait, c'était pas les bons. Ouais. Puis genre, OK, oui, c'est une plate excuse de dire OK, c'est pas ta langue, mais fuck, c'est vrai. Tu sais, Ouais. je veux dire, c'est pas les mots que j'aurais utilisés dans une période où ce que moi, il y a un gars qui m'attaque depuis 45 minutes, puis là, je suis comme OK, faut que je dise la bonne phrase. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire? Tu sais, là, Déstabilisé en plus, d'overthink. parce que là, tu dis, ils ne passeront pas l'épisode, c'est- vu qu'on est c'est- coupé. c'est pas une discussion qu'on a là fluide ensemble où ce que je sais exactement ce que je dis. Là, c'est comme OK, il faut que je dise la bonne structure de phrase, puis un mot peut c'est un changer. pitch. Exactement, tu sais, puis c'est comme. Fait que c'est tout un petit peu cette situation-là, tout ce qui est arrivé autour, comment qu'on a rebondi de ça. On a eu, comme je t'ai dit, beaucoup de support à la fin de la journée. Là, on est en train de négocier Ah oui. quelque chose de vraiment très, très, très gros. Petite pause à l'épisode d'aujourd'hui pour parler d'un des sponsors du podcast ordinaire qui est Shop Santé, en vous parlant d'une des marques qui est disponible dans leur boutique. Et cette semaine, on parle de Nova Pharma. Peu importe ce que vous recherchez, vitamine D3, multivitamines, électrolytes et leur nouvelle protéine végane, juste ici, saveur Reese Cup, qui est incroyable. Nova Pharma, belle compagnie québécoise qui ont tous les produits pas possibles sur Terre. 100% québécois, disponible partout chez Shop Santé. Merci à Shop Santé de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ce, de retour à l'épisode. Donc, la poursuite du podcast ordinaire avec mes amis Jessica et Sébastien Fizet. On a malheureusement eu un petit manque de temps au studio la dernière fois, fait qu'on continue ensemble aujourd'hui en direct comme ça en Google Meet. Merci beaucoup de vous joindre à moi encore une fois. Ça fait plaisir. Merci à toi surtout. Ça fait plaisir. J'avais envie qu'on continue peut-être en terminant la boucle sur Boba parce qu'on a parlé de plusieurs choses. On n'a pas parlé vraiment de la portion alcoolisée. On a parlé un petit peu qu'on avait un peu le même manufacturier. Bon, je ne sais pas à quel point on peut mentionner des secrets là-dedans. L'important pour moi, c'est juste de dire, on a lancé un concept de thé à bulles. Et là, maintenant, il y a un concept alcoolisé. Je pense que vous êtes assez avant-gardiste quand même là-dessus aussi. J'ai envie que vous m'en parliez, s'il vous plaît. Je vais laisser Sébastien peut-être un petit peu où je peux commencer. Comment tu le sens? Ben, dans le fond, écoute, c'est une drôle de circonstance. On s'est toujours demandé qu'est-ce que ça pourrait donner un bubble tea alcoolisé. Puis dans le fond, on vivait toujours le même enjeu. C'était quand même difficile de trouver quelqu'un qui était prêt à faire des tests ou fabriquer le produit parce qu'on s'entend qu'on doit mettre les bulles dans les canettes. Ouais. Puis on a commencé avec la brasserie Alpha, qu'eux, ils ont vraiment ils ont cru à ce projet-là, puis ils ont commencé à faire des tests, puis on s'est rendu compte que le produit était vraiment, vraiment stable dans de l'alcool. OK. Puis que dans le fond, c'était incroyable comme concept où ce que les bulles, ils éclatent en bouche. Puis, tu sais, c'était comme. On se demandait beaucoup au début comment que les gens vont avoir accès aux bulles. Parce qu'on s'entend que dans une canette, l'entrée est vraiment difficile, puis les Ouais. bulles, ils ne sortent pas super. Mais le fait que le produit il était gazéifié, ça fait que quand on rouvre les canettes, les bulles, ils montent Ouais, vers exact. le haut. Fait que là, on se disait, OK, c'est une idée de génie, puis on n'y avait même pas pensé là, tu sais, à qu'est-ce que ça allait faire, tu sais. Puis c'est comme ça que ce projet-là il a commencé. Puis écoute, ça a été vraiment. Le monde, ils ont vraiment aimé le produit parce que la bulle, elle éclate en plus 2 fois dans la bouche parce que les petites bulles du produit rentrent dans la bulle. Donc, OK. toute l'effervescence, elle rentre dans la bulle à travers le temps. Fait que quand on a la bulle en bouche et qu'on l'éclate, ben là, on sent l'effervescence de la bulle en plus en bouche. Fait que c'est vraiment une expérience fucked up, là. J'adore ça, j'adore ça. À quel point est-ce qu'il y a peut-être eu des enjeux? Comme tu dis, ça a tout est quand même assez un one-time deal que comme on fait un test puis c'est un win ou il y a peut-être eu, parce qu'encore une fois, vous le savez, moi avec les canettes, je suis dans l'industrie de ça, j'en ai eu bon nombre de tests, bon nombre de fails, bon nombre de trucs. Vous, de votre côté, ça a été peut-être un petit coup de chance que ça a bien marché du premier coup? Ouais, Si je peux me permettre de peut-être un peu renchérir sur ce que Seb a dit par rapport au développement du produit, il faut quand même savoir qu'avec la gang d'Alpha, qui sont vraiment incroyables, puis évidemment, là, on a changé pour Malco, mais on est toujours en contact encore avec eux, puis on est vraiment fiers
d'avoir développé ce projet-là avec eux. Là, on l'a fait en dedans de même pas 3 mois, là. On allait là-bas à brasserie, puis sincèrement, c'était incroyable, là. On faisait les tests avec les arômes, on avait les bulles, le taux de sucre, puis sincèrement, on a développé quand même 4 recettes. On en a 3 sur le marché, mais on a une 4e quand même qui est disponible, là, qu'on pourra éventuellement lancer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est que c'est un marché, évidemment, les canettes, les céduleux de ce monde et tout ça, qui est quand même un marché assez compétitif. Tu sais, il y a quand même des grands joueurs dans l'industrie. Ben oui. Fait que nous, on venait quand même se positionner en 2023 avec un produit justement nouveau. Un bubble tea alcoolisé, ça n'existait pas. Il n'y a personne qui l'avait fait jusqu'à présent. Fait que, tu sais, on est quand même un peu un pionnier, si on veut, de ce type de produit-là. Puis quand on a lancé tout chez Couche-Tard, on a quand même eu vraiment un bel accueil justement du public. C'est sûr que je te cacherai pas qu'on aurait peut-être pu encore plus avoir de succès avec le produit. Tu sais, ça a été comme un peu tardivement aussi le lancement. Mais là, justement, cette année, on revient en force. On a une stratégie vis-à-vis de ça pour l'été. Une belle image de marque aussi avec la gang de Malco. Justement, on est prêt là, pour la production. Fait que non, on est vraiment content de ce projet-là parce que ça vient comme s'imbriquer dans toutes nos gammes de produits qu'on a actuellement lancées. Il faut savoir que Boba, on a la gamme, évidemment, thé aux perles qu'on connaît, prête à boire avec infusion de thé. On a bien sûr une gamme aussi qu'on a lancée, Mocktail, qui, elle, est inspirée des cocktails, mais sans l'alcool. Donc, on a un sangria au bleuet et on a un mojito aux fraises. Et évidemment, on a aussi cette gamme-là alcoolisée là, qu'on a lancée avec 5,4 d'alcool, qui est fait, soit dit en passant, avec du malt, mais qui ne goûte vraiment pas le malt, étant donné qu'on a du jus de fruits à l'intérieur des bulles. Donc, ça fait en sorte qu'on a un équilibre vraiment quand même assez sucré. On ne ressent pas trop l'effet du malt là, quand on boit la boba alcoolisée. Justement, dans le passé, on disait qu'il y a eu un moment où est-ce que le malt était moins populaire. En fait, il était très présent, mais le consommateur aimait moins ça. Après ça, on était beaucoup plus vers, vodka, gin et autres, vraiment des spiritueux qui vont être vendus à la sac, etc. On les acteurs comme Olivier Primo ou autres qui ont commencé avec des seltzers, mettons, alcoolisés avec justement vodka et autres, et que là, qui ont compris peut-être autant que le profit que peut-être que la portée, la disponibilité peut-être pour le consommateur, c'était vers le malt. Vous, c'est quoi peut-être votre take de ce côté-là? Puis est-ce que vous avez eu l'hésitation de commencer par peut-être un alcool, je vais l'appeler pur, là, un alcool comme gin ou comme vodka ou autre, versus commencer directement avec du malt? Euh, je pense que non, la question était pas dure parce que dans le fond, c'est tellement compliqué de rentrer un produit à la SAQ que, tu sais, je veux dire, t'embarquer dans le processus avec la SAC, que tu as beaucoup d'incertitudes. C'est pas les mêmes permis non plus. Je Ouais, veux dire, ça prend une usine qui a tous les permis. Fait qu'écoute, on est en train de travailler quelque chose présentement, mais pour nous, c'est un no-brainer d'aller avec le malt. Puis c'est sûr que le malt, ça a beaucoup évolué dans les 5-6 dernières années au niveau du goût. Puis on goûte plus comme avant. Là. Maintenant, le produit est beaucoup plus pur que c'était. Fait que je pense que c'est pour ça que les consommateurs, de plus en plus, ils aiment ce type de produit-là. Mais c'est certain aussi qu'on vit un enjeu énorme présentement avec les produits alcoolisés où les ventes de produits alcoolisés sont en baisse partout en Amérique du Nord, on peut dire. Là. Fait que c'est sûr que ça a un effet aussi sur les ventes de tous les producteurs d'alcool. Là. C'est un peu une révolution présentement qui est vécue dans l'univers de l'alcool. Oui, on le voit beaucoup. Puis justement, moi qui est en contact toujours avec Malco et autres, même si on n'est pas dans ce domaine-là, je pense que je le vois quand même. Il y a beaucoup d'acteurs qui essayent de rentrer là-dedans. C'est super compétitif. Fait que non, c'est une industrie qui change énormément. On a parlé ensemble du fait que je vous connais par rapport à Boba, puis c'est con parce que je vois ça sur mon podcast, puis je ne sais même pas que vous étiez derrière Silly Billy avec Alicia Moffett, que vous avez des parts là-dedans, vous avez lancé le projet. J'ai envie que vous m'en parliez un petit peu, comment que c'est né ce projet-là. Ça a pris un petit peu autant les réseaux que les tablettes assez. Ça l'a enflammé dès les premières semaines. Beaucoup d'influenceurs, beaucoup de création de contenu. Nous-mêmes, à la maison, qui avait une vidéo pour goûter le style maillot au pickle. De votre côté, comment ça a démarré cette aventure-là? Et c'est tellement une belle histoire en plus parce qu'il faut savoir, puis on l'a mentionné, Alicia l'a mentionné aussi sur ses réseaux, mais c'est une histoire quand même de famille, tu veux pas, tu sais, dans le sens que Sébastien, son cousin, son meilleur ami, c'est le frère à Alicia. OK. Fait que ça a vraiment commencé comme ça parce que, évidemment, on connaissait quand même Kevin de par le cousin de Sébastien. Et puis, Palpal Jojaz, moi aussi, en tout cas, je suis allée le voir pour faire mes dents. C'était vraiment, pour moi, très important d'avoir un sourire qui me représentait pour mes 30 ans.
Fait que je m'en vais le voir. C'est vraiment notre chirurgien dentiste à moi et Sébastien à Québec. Vraiment une super belle clinique aussi, très professionnelle, super beau personnel. Et puis là, Kevin me dit, Jess, j'ai de quoi te parler. Là, je fais comme, OK. Dans le fond, on lui parlait toujours un peu de nos projets, nos aventures, nos voyages pour la business et tout ça. Puis il dit, là, j'aurais vraiment quelque chose à vous proposer à toi, puis Sam, si vous êtes partant. Puis sincèrement, je pense que vous allez vraiment être intéressés. Fait que ça a resté de même. J'ai dit à Sam, Kevin veut nous parler de quelque chose. Fait que faudrait qu'on le rencontre tout ça. Fait qu'on le rencontre. Puis finalement, c'est ça, il nous raconte que sa sœur, Alicia Moffett, évidemment, qu'on connaît tous très bien, veut lancer un projet dans l'alimentaire, puis qu'évidemment, lui a parlé de nous comme étant des gens quand même assez, comment dire, expérimentés dans l'alimentaire. Donc, il voulait nous proposer de justement embarquer avec eux autres pour lancer un produit qu'ils avaient en tête, en fait, à la base, parce qu'on a quand même passé d'un projet A à un projet B, C. Mais c'est ça, dans le fond, ils nous ont présenté leur projet. Puis évidemment, nous, on a dit sincèrement, oui, ça nous intéresse. On va essayer de regarder ce qu'on peut faire pour vous appuyer là-dedans, comment on peut le lancer tous ensemble. Et puis, ben c'est ça, ça a été un développement quand même de 2 ans. Tu sais, on s'attend que lancer un produit alimentaire, ça se fait pas nécessairement souvent facilement comme ça. Tu sais, tantôt, je parlais de 3 mois de développement, mais c'est quand même assez rare que ça va prendre 3 mois, là. Faut savoir que ça peut être jusqu'à 1, 2 ans des fois pour lister un produit, le créer aussi, là, le développer. Fait que voilà, donc c'est vraiment une histoire de famille, une histoire d'amitié à la base aussi. On est vraiment fiers de travailler avec eux autres, pour vrai, sincèrement, c'est un beau projet de cœur. Projet qui est le fun aussi, tu sais, nous, on voulait vraiment s'embarquer parce qu'on trouvait ça amusant, puis tu sais, on s'est dit pourquoi pas, tu sais. Fait que voilà un peu l'histoire derrière Silly. Je sais pas si tu voulais peut-être rajouter quelques éléments ou... Je pense que tu as tout dit. Écoute, c'est plus des fois d'arrimer un peu l'expérience avec les idées. Puis c'est sûr que nous, tu sais, des fois, on peut avoir l'impression de, tu sais, on a comme 4 entreprises quasiment présentement là, avec tous les trucs, mais puis c'est ça que j'explique des fois aux gens, c'est que ça nous permet de rester. Notre, notre focus numéro 1, c'est Boba. C'est dans Boba qu'on travaille 50-60 heures par semaine. Mais ça reste qu'il faut être capable de toucher à d'autres choses pour rester un peu allumé sur ce qui se passe. Tu sais, dernièrement, on s'est parti d'une petite agence de marketing, faire des brands. Fait que parce qu'on a 2 designers, tu sais, nous, notre talent, c'est le marketing, là, tu sais, genre, c'est ce qu'on fait. Fait que quand nos designers ont du temps un peu, ben on fait ça. Tu sais, c'est comme on choisit nos projets, bien sûr, là, tu sais, mais ça nous permet de vraiment rester allumés dans le milieu alimentaire, de voir les tendances, de toujours rester un peu sur le bout de notre chaise, on peut dire, là, puis de rester comme pas focusé sur une affaire. Puis je pense que c'est une erreur que souvent les gens ils font, c'est qu'ils sont tellement focus sur ce qu'ils font qu'ils oublient ce qui se passe autour, puis à un moment donné, ils se réveillent, puis ils sont dépassés, puis ils sont comme OK, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année, tu sais? Fait que c'est un peu ça que nous, on a choisi de faire, c'est de vraiment rester allumé, là, puis de s'amuser avec d'autres petits projets autour, là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu le dis comme ça, qui sont des fois trop focus sur une seule chose. Je pense que d'autres personnes, puis je pense que j'ai souvent ce profil-là, de personnes qui sont trop éparpillées, qui veulent trop faire de choses. Puis je pense que c'est par passion souvent, mais passion ne rime pas toujours avec appelons le profit. Je pense que des fois, il y a beaucoup de personnes qui se mêlent à faire plusieurs choses en même temps. De votre côté, d'avoir plusieurs entreprises comme ça, est-ce que vous diriez que la clé du succès, c'est le fait de rester quand même dans une certaine niche? Puis je veux dire, est-ce que c'est quand même le fait aussi que, bon, on est dans l'alimentaire, on se fait certains contacts, donc les prochaines phases pour les autres business, ça va quand même être un peu plus rapide ou facile, vu qu'on a déjà bâti cet écosystème-là dans la première business, ou non, je me trompe complètement? Je pense que la vérité là-dedans, c'est que nous, avec, mettons, Boba, puis pas mal toutes les business dans le fond qu'on crée, c'est qu'on crée vraiment un écosystème avec des co-packers, puis c'est un engrenage dans le fond où on n'a pas besoin de travailler 24 heures sur 24 puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Tu sais, on est plus dans la gestion des problèmes. Moi, je suis vraiment dans la gestion du développement, mais encore là, tu sais, on a une grosse équipe aux États-Unis. C'est tous des gens qui ne sont pas sur notre payroll, mais qui travaillent pour nous, on peut dire. Fait que je pense que c'est un modèle d'affaires qui est, ben, je dirais pas parfait, là, parce on vit quand même des enjeux qui sont difficiles, mais qui amènent à une liberté supplémentaire à l'entrepreneur, puis qui nous permet de se sentir un peu plus libre dans notre processus créatif, on peut dire. Ouais. Mais clairement que c'est pas donné à tout le monde. Puis, tu sais, c'est peut-être 5% des gens qui peuvent arriver à faire ça parce que c'est sûr que si tu te mets à défocuser
de ton objectif principal. Pour nous, c'est la vraie vérité, c'est de vendre Boba. Ça a Ouais. toujours été ça l'objectif. On a vendu une partie à un groupe d'actionnaires, des gars incroyables d'ailleurs, là, qui sont vraiment dans une partie stratégique pour Boba. Mais le but, c'est de vendre. Fait que, si tu défocuses de ça, puis tu arrives devant tes actionnaires, tu es comme, ouais, ben dans le fond, j'étais trop occupé à faire ça, fait que j'ai manqué telle opportunité. Ça Ça a l'air fou en esprit. Ouais. Mais Mais c'est Ouais. intéressant de vous entendre en parler comme ça, d'expérience aussi, parce que comme je le dis, je pense que je suis capable de parler pour moi, de comprendre certaines choses là-dedans, mais de voir aussi, de rencontrer des entrepreneurs pratiquement au quotidien ou autre, c'est quand même quelque chose qu'on voit se répéter souvent, l'espèce de phase trop focus ou unfocus. Le sweet spot, il est quand même difficile à avoir, puis c'est intéressant de savoir comme ça, de dire, il y a beaucoup de gens qui veulent aller dans l'alimentaire pour éventuellement avoir leur usine, pour tout contrôler, puis sauver des costs, puis ça. Puis je pense de votre côté, c'est plus au contraire de Mhm. sauver plus de temps pour être vraiment dans le processus créatif de développement sans avoir à vous soucier d'avoir une équipe de 40 personnes qui font rouler à la shop. Fait que je trouve ça super intéressant. Mais la Exact. vérité, Sam, là, c'est que je n'aimerais aucun nom, là, mais toutes les usines que je connais, des gens qui se sont partis des usines, ça leur a pris 10 ans avant de scaler au niveau qu'on a Ouais. scalé. Là. Nous, qu'on est capable de faire en 1 an. Parce que la vérité, c'est que même si tu ne veux pas te l'admettre à toi-même, là, c'est que tu ne peux pas gérer une usine puis gérer le développement de ton entreprise. C'est Impossible. impossible. Fait que souvent, les gens, ils pensent que, puis ça va devenir une bonne idée avoir l'usine dans 10 ans, mais comme peut-être que tu as sauté une étape, là, puis je dis pas que c'est un modèle qui est pas correct, là, pas du tout. C'est juste que dans le fond, je considère que, puis par expérience, que ça met énormément de pression sur l'entrepreneur. Puis les gens, souvent, ils sont malheureux dans ce qu'ils font rapidement. Parce qu'ils sont débordés par des problèmes qu'ils ne pensaient pas qu'il y aurait, puis ils pensaient que leur business, ça scalerait beaucoup mieux s'ils s'occupaient de la production. Mais la vérité, c'est que oui, tu contrôles le produit, mais là, tu ne contrôles plus les ventes. Ouais. Fait que, je pense que c'est un aspect qui est super important. J'ajouterais vraiment. un peu à tes questions tantôt, Sam, par rapport justement à tout ça aussi, le fait que, tu sais, le fait d'avoir un modèle comme le nôtre où est-ce qu'on a beaucoup de gens qui gravitent autour de nous, ça nous amène à être des bons chefs d'orchestre. Donc, Ouais. ça amène une bonne gestion d'organisation aussi parce que, tu sais, tu as quand même plusieurs personnes à gérer à différents endroits qui, eux, ont leurs équipes aussi. Donc, c'est vraiment important d'avoir quand même un bon focus sur les opérations, de voir aussi les suivis. Donc, vraiment d'être un bon chef d'orchestre pour réussir à avoir autant d'entreprises comme on peut l'avoir aujourd'hui. Et tu sais, c'est quand même le fun aussi parce que, tu sais, évidemment, on fait travailler beaucoup de gens autour de nous, plusieurs familles aussi. Donc, c'est une fierté, tu sais, d'avoir un modèle comme ça. Et ben, ça nous amène aussi à pouvoir voyager comme on le fait pour développer à l'international, de pouvoir, tu sais, comme là, on est rendu dans presque 8000 points de vente partout avec Boba, dans le monde, en France, aux États-Unis. Donc, si on avait eu une usine, évidemment, oui, on aurait eu des bonnes marges, on aurait contrôlé notre chaîne de production, mais on n'aurait pas pu autant développer rapidement. Il faut savoir que Boba, ça fait seulement depuis juillet 2021 là, qu'on est lancé au Québec. Là. Puis Assez incroyable. c'est Assez quand même pas incroyable. rien. Là, puis il faut se dire qu'on est seulement 4 employés à temps plein là, dans Ouais, c'est ça. l'entreprise. Non, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool de vous entendre. Je trouve ça C'est excessivement motivant. Si je vous pose la question en terminant comme ça, là, sachant comme ça la rapidité à laquelle vous scalez en ce moment, etc., on a parlé un petit peu tantôt bon, on n'a pas, on n'a pas abordé ça directement, mais travailler sur l'entreprise versus travailler dans l'entreprise. Vous avez l'air de travailler énormément sur l'entreprise, vous avez l'air bon justement à gérer les gens autour de vous. Est-ce que c'est un skill qui s'acquiert ou est-ce que vous direz que c'est inné? Puis on en a parlé un petit peu ensemble la dernière fois où est-ce que tu étais plus entrepreneur au départ. À quel point est-ce que c'est un skill qui se développe de moins travailler à faire toutes les micro-tâches et à vouloir tout contrôler soi-même pour davantage être dans une gestion qui va venir déléguer autour de soi? Je pense que c'est jamais facile de déléguer, hein? Non, c'est pas Ah, facile. quand c'est ton propre bébé, là, tu veux jamais déléguer, mais à un moment donné, tu deviens tellement submergé, puis tu viens que tu n'aimes plus vraiment ce que tu fais non plus. Fait que là, tu fais comme, OK, oui, c'est vrai que je veux tout contrôler, c'est vrai que je veux, je veux être sûre de vraiment tout savoir, mais en même temps, je suis plus heureux. Fait que c'est quoi le sens, dans le fond? Pourquoi faire ça, finalement? Fait qu'à un moment donné, tu dis, ben, regarde, il y a des tâches que oui, j'essaie de contrôler, mais ça me sert à quoi? Il y a quelqu'un qui peut le faire qui va être encore peut-être même meilleur que moi. Alors, je pense que c'est ça aussi, c'est faire preuve un peu d'humilité parfois, tu sais, dans le sens qu'on dirait qu'on veut tellement tout faire, on veut tellement être sûr de réussir, on veut tellement, tu sais, comme, puis à un moment donné, il faut comme faire preuve d'humilité, de dire, OK, gars, là, gérer des entrées de facture de une scène,
15 piastres à tous les jours, est-ce que c'est vraiment rentable pour l'entreprise? Tu sais? Oui, je veux le Peut-être faire, je veux être sûre de tout contrôler, mais tu sais, c'est ça, c'est un exemple un peu banal là, que je m'emmenais là, mais tu sais, quand même, c'est de dire, bon, il y a quelqu'un qui va être super bon à rentrer les factures, puis en plus, qui va aimer ce qu'il fait, qui va nous aider, puis que nous, ça va nous servir. Donc, pourquoi pas embaucher cette personne-là qui va nous coûter beaucoup moins cher que moi, je prenne du temps à rentrer des factures comme ça, au lieu de peut-être faire des tâches beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus profitables à long terme pour l'entreprise. Là, tu sais. Je pense que je pense que pour répondre plus précisément à ta question, dans le fond, par rapport à ce que c'est inné ou non, euh, ben, je pense pas que tu peux apprendre l'entrepreneuriat, là. Je pense qu'il faut vraiment que tu aies ça en dedans de toi, genre de vouloir développer quelque chose. Puis il y a différents types d'entrepreneurs. Ouais. Puis je pense que les entrepreneurs qui sont super successful, ils ont quand même quelque chose qui se ressemble en eux, là, tu sais, au niveau de la personnalité. Je pense quand même qu'il y a différents types d'entrepreneurs où ce que les gens peuvent réussir d'une autre façon sans avoir nécessairement ces tocs-là, tu sais, d'entrepreneurs un peu compulsifs, un peu gambler. Tu sais, quand je regarde un peu les gens autour de moi qui sont super successful, souvent les gens qui sont très gamblers, là, Ouais. ils ont ça maintenant. Mais je pense aussi que dans le fond, le plus gros, euh, la plus grande menace à l'entrepreneuriat, c'est l'ego. Puis moi, j'ai toujours dit, moi, j'ai aucun ego. Je veux dire, si t'es meilleur que moi, fais-le, là, tu sais. Puis je pense que dans le fond, les top, top, top de ce monde, c'est ceux qui ont réussi à s'entourer des gens qui étaient meilleurs qu'eux. Ouais. Ça va toujours être ça, la vérité. Puis t'as beau te faire accroire quelque chose à toi-même. Puis c'est ça que le monde, souvent, sont impressionnés par nos accomplissements ou ils sont comme, hey, t'es vraiment hot, blablabla. Je dis, ben non, je veux dire, c'est juste que j'ai compris qui m'entourer. Puis c'est bravo à ces gens-là. Regardez les gens Ouais. autour, là, tu sais. C'est des tops là, qui travaillent. Je pense à mon usine de Cookie Bluff. Je pense à Dominique qui travaille 60-80 heures par semaine, qui est toujours là. Tu sais. Moi, je fais pas ça. Je veux dire, mais c'est la top. Là. Je veux dire, je l'ai dans mon équipe, là, elle est là. Tu sais, comme, c'est comme, il faut réussir à attribuer le mérite à ces gens-là parce que c'est Ouais. ces gens-là font ce que tu es aujourd'hui. Puis je pourrais te dire la même affaire, mettons, de Jessica, qui est comme ma top, tu sais, est irremplaçable dans qu'est-ce qu'elle fait. Tu sais, c'est un peu la même chose. Tu sais. Je pense pas qu'il faut avoir de l'ego puis de tout mettre sur nous. Tu sais. Moi, au final, oui, c'est vrai que tu sais, j'ai un certain talent dans ce que je fais, mais mon meilleur talent, ça a été d'être capable de filer les gens puis de dire OK, j'ai confiance en cette personne-là, puis je vais me rendre loin avec cette personne-là. Puis ça a toujours été ma plus grande force dans la vie. C'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui puis que j'ai pas. Puis que je suis capable de faire le podcast à 8 heures le matin, tu sais. J'adore ça. Oui, c'est vrai. Les amis, merci énormément. C'était passionnant de pouvoir discuter avec vous encore une fois. Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu et d'avoir répondu à l'appel aujourd'hui. Vous êtes vraiment inspirants, vous êtes super motivants. Puis je parle pour moi personnellement, mais je suis pour les gens qui vont écouter aussi. Je vous souhaite le plus grand des succès, puis on se revoit très, très bientôt. Merci. Merci tellement. Bonne journée. Bye. Pour les gens à la maison, j'espère que vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire et un like sur Spotify, Apple Podcasts et compagnie. Et on se voit la semaine prochaine pour l'épisode du podcast Sport ordinaire. Bye guys.